AGI, c'est la perte de contrôle. On a un truc qui est ultra intelligent, on perd complètement le contrôle de manière humaine, et aujourd'hui, tous les spécialistes qui bossent justement sur cette notion d'alignement n'arrivent pas. Le truc progresse tout le temps, on le rend de plus en plus intelligent, et au bout d'un moment, en fait, on pourra juste pas savoir, puisqu'on va avoir quelque chose qui est plus intelligent que nous, qui va faire des choses, qui va créer des choses. C'est un mystère, quoi. On sait pas à quelle sauce on va être bouffé. T'as fait ce que pour moi est le vrai building public, c'est-à-dire construire, apprendre et partager en même temps. Je sais pas comment j'ai fait à l'époque, parce que j'avais aucune connaissance, mais je suis monté assez vite. YouTube est imbattable, faut être complètement fou pour donner une autre réponse que YouTube. Oui, mais toi, t'as déjà les connaissances, c'est facile pour toi. Je lui dis, bah ouais, mais tu prends 20 vidéos, je les avais pas, les connaissances, c'est juste que j'ai appris, quoi. Je pense que c'est toujours un peu par rapport au fait de beaucoup donner aux gens, de beaucoup apporter de la valeur, etc. Et les gens, du coup, te le rendent rapidement. Quand tu es habitué à te bouffer des shorts de 25 secondes et que ton temps d'attention moyen il est de 12 secondes et demie, c'est un peu compliqué. J'ai insisté direct après pour qu'elle la regarde, je me suis mis à côté, faut que tu regardes. T'as cligné des yeux. 38 minutes, faut un RTT par contre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anthony et on a le plaisir d'accueillir notre pote Romain Brunel, AFI SEO pour les intimes. C'est peut-être plus l'inverse d'ailleurs, mais enchanté, trop content de te recevoir sur le podcast, Romain, bienvenue. Merci de me recevoir, ça fait super plaisir d'être là. Trop bien. Alors, avant de te laisser te présenter pour tous ceux qui vont te découvrir au travers de cet épisode, vous retrouverez comme d'habitude en description une formation gratuite sur la vente de liens. Ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose importante, c'est qu'on compte sur vous, évidemment, pour envoyer un maximum de pouces bleus, d'abonnements sur YouTube et les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qui devait être dit. Romain, pour faire ta présentation brièvement, ça fait plus d'un an maintenant qu'on se connaît, au moins de loin, mais on a eu l'occasion quand même d'échanger à de nombreuses reprises. T'as plein de canaux différents. Je dirais que ce qui te caractérise avant de te lancer tes propres présentations de ton côté, c'est que tu es quelqu'un qui passe très vite à l'action et qui est globalement assez bon dans tout ce qui touche. Alors ça, c'est pas nécessairement toi qui le diras, mais moi, je le dis. Notamment sur moi, tu m'as beaucoup impressionné sur ta capacité à changer de canal, justement. À la base, tu me dis si je me plante, mais tu t'es surtout fait connaître sur Twitter notamment, où il y a eu pas mal où tu as communiqué, tu as fait grossir ton compte, tu as chopé pas mal de reach. Après, tu es assez rapidement, tu as décalé sur Instagram, TikTok aussi, sur des stratégies de contenu court, où là, tu as clairement fait péter, que ce soit ton compte Instagram, tu l'as fait péter à une vitesse, je ne sais plus combien de milliers d'abonnés tu as réussi à choper en peu de temps, mais c'était franchement impressionnant. En parallèle de ça, tu as monté une grosse formation sur l'affiliate marketing aussi. Tu as toute une communauté en gestion. Là, la dernière fois qu'on a discuté, tu m'as dit, on en parlera aussi, que là, tu étais en train d'implémenter ce qu'on appelle un call funnel, c'est-à-dire de passer d'un infoproduit traditionnel à justement mettre en place toute une sales team, des closers et toute la clique. Enfin bref, là, tu commences à appuyer sur l'accélérateur. J'ai sans doute oublié une grosse partie au milieu, tu m'en excuses et ça sera l'occasion pour toi de préciser. Et là, en ce moment, tu es en train de te repositionner sur le secteur de l'automatisation. Alors, bien sûr, tu es très connecté aussi avec tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, mais je pense qu'avec nos métiers, on est un peu obligé d'être très à jour là-dessus. Et là, du coup, tu es depuis relativement peu en train de vraiment te concentrer sur l'automatisation, notamment avec des outils comme Make. Et d'ailleurs, donc, j'en ai pas encore parlé, une chaîne YouTube. Et hier, j'ai regardé ta dernière vidéo qui est franchement solide. Donc, tu partages vraiment des choses très complètes et c'est très quali. Donc, on est très content de te recevoir. À la limite, l'objectif serait que si tu peux un peu finaliser les présentations et nous dire un peu tout ce que j'ai oublié de dire, ça sera Bien parfait. sûr. Déjà, merci pour la présentation, parce qu'elle est plutôt très carrée. Je pense que tu as un peu tout dit. Je suis vraiment quelqu'un qui touche un peu à tout, mais toujours en faisant step by step. Là, pour la petite histoire, aujourd'hui, c'est mes 2 ans sur Twitter. Donc, vraiment, ça fait 2 ans jour pour jour que j'ai commencé Twitter. Allez, joyeux anniversaire. Merci. Et comme tu l'as dit, en fait, au début, je me suis lancé sur Twitter sans trop savoir ce que je faisais. Moi, je faisais avec l'affiliation SEO de mon côté, que j'avais commencé à la base en parallèle de mon CDI de compta.
Et un jour, j'ai décidé de tout arrêter parce que ça commençait à avoir des résultats et que j'aimais beaucoup le monde d'Internet, etc. Mais je connaissais vraiment que ça. Et j'ai décidé de partager un peu sur Twitter. Je sais pas comment j'ai fait à l'époque parce que j'avais aucune connaissance, mais je suis monté assez vite. Je pense que c'est toujours un peu par rapport au fait de beaucoup donner aux gens, de beaucoup apporter de la valeur, etc. Et les gens, bah, du coup, te le rendent rapidement. Donc c'est un peu ça qui avait marché à l'époque sur Twitter. J'ai fait ça plusieurs mois, etc. J'ai sorti une formation derrière parce que les gens étaient en demande, toujours dans le milieu de l'affiliation. Puis, comme tu l'as dit, voilà, après j'ai basculé un peu sur Instagram, sur TikTok, mais plus en fait par défi à la base. C'est-à-dire, je m'étais dit, bon, je suis sur Twitter maintenant, est-ce que je vais réussir à... Parce que je voyais des gens qui montaient facilement des abonnés, qui faisaient des milliers de vues, des millions de vues. Je me suis dit, comment ils font? J'aimerais bien comprendre. Un peu toujours, en fait, je pense, dans la même optique que le SEO. Tu essaies de comprendre un peu les algorithmes, comment ça marche. Bah, pareil sur Instagram, pareil sur TikTok. Et ça a bien marché sur Instagram, ça a bien marché, sur TikTok, ça a bien marché, même si ça a quand même moins de valeur. En parallèle, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller sur YouTube pour essayer de partager un peu, toujours dans une optique aussi d'acquisition différente, c'est-à-dire d'aller acquérir du trafic plus qualifié sur YouTube, moins qualifié, mais plus en volume sur Instagram. À la base, c'était toujours dans l'optique de vendre ma formation, du coup, sur l'affiliation SEO. Puis j'ai décidé après d'aller plus loin, du coup, avec la chaîne YouTube, avec une réorientation, on va dire, sur tout ce qui est IA, automatisation. Dans un premier temps sur l'IA, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup, où j'ai fait beaucoup de veille, j'ai essayé pas mal de choses, faire des TikTok par IA, par exemple, à la base, c'est ce que j'avais essayé de faire au tout début avec un compte sur la mythologie, où j'allais faire les images sur Midjourney. On avait pas mal parlé avec Franck à l'époque Mm. de tout ça, de TikTok. Toujours en perpétuelle recherche là-dessus pour gagner du temps. Par exemple, il y avait iGen avec les clones. Bah, je pense que j'étais un des premiers sur Twitter à essayer de faire mon clone IA parce que je trouvais ça cool et que je voulais voir en gros ce que ça pouvait amener. Donc l'intéressement à l'IA et récemment du coup vraiment à l'automatisation avec Make. Pourquoi Parce que en fait mon idée c'était d'améliorer en gros les process que j'avais dans ma formation sur l'affiliation et sur mes propres sites pour automatiser tous ces sites. Pas à 100%, mais une grosse partie post-stratégie en gros où les sites se génèrent tout seuls. Et du coup, ça m'a vraiment mis la tête dedans encore plus, où j'ai passé 3-4 semaines sur Make à automatiser ça, à apprendre en le faisant. Et du coup, je pense que j'ai passé un step là-dessus. Et maintenant, c'est vraiment toujours apprendre encore plus sur Make, progresser là-dessus et partager beaucoup sur un nouveau réseau, du coup, sur LinkedIn, qui est vachement axé là-dessus, où je monte bien aussi, du coup, en ce moment par rapport à ça, et vraiment créer l'écosystème où je partage un peu sur toutes les plateformes mes automatisations, toujours dans la même façon de faire, c'est-à-dire partager un max de valeur pour ensuite que les gens soient contents, que les gens soient satisfaits. Et derrière, je sais qu'il y aura une réciprocité qui va se créer, quoi. Ok. Vas-y, Franck. Eh ben, vas-y. J'ai une première question parce que là, tu n'en as pas parlé, mais il me semble aussi que parmi tous les réseaux, en gros, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es dit, je veux être sur tous les réseaux sociaux parce que tu es aussi sur LinkedIn, non? Ouais, ouais, Il me bah là, semble. récemment, je me suis vraiment mis sur LinkedIn il y a 3 mois environ. Et là, j'ai mis un coup d'accélérateur avec Mail parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui postaient leur automatisation. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire des vidéos YouTube très complètes qui font 10 à 20 minutes, plus après des petites vidéos récap de 2-3 minutes sur LinkedIn où je demande aux gens de commenter, je récupère le mail, je renvoie vers la vidéo YouTube. Et vraiment, en fait, l'écosystème, à la place de faire qu'une vidéo YouTube, bah, j'en fais une petite que je mets sur LinkedIn, une petite sur Twitter. Et prochainement, je vais essayer de transformer ça aussi en réel pour Instagram et vraiment, en fait, faire un écosystème où chaque fois que tu fais un truc, bah, en fait, tu le fais 4-5 fois. Et tant qu'à faire, voilà, autant multiplier la présence, pas l'avoir que sur un réseau, quoi. Et alors, du coup, parce qu'on en parlait avec des potes récemment, ton point de vue sur la population LinkedIn et la qualité que ça va donner comparé, par exemple, à du lead qui vient de YouTube ou du lead qui vient de LinkedIn? Est-ce que tu as est-ce que tu traques déjà ce genre de truc? Et si oui, quelle différence tu vois? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que LinkedIn, c'est beaucoup de salariés qui peut-être ont pas, la capacité, tu vois, d'acheter ta formation ou d'acheter ce que tu vas vendre derrière. Alors que YouTube, j'ai plus l'impression que c'est des gens qui sont en recherche de ça et qui là, le trafic me paraît, plus qualitatif. Et en fait, c'est juste que je trouve que le travail alors LinkedIn, moi, je suis très mauvais parce que je me suis jamais posé dessus et que en plus de ça, j'aime pas trop et que c'est un peu, enfin, j'aime pas, moi, c'est un endroit où tu as l'impression que tout le monde essaye de dire, de faire un hook qui est complètement what the fuck et après, tout le monde se félicite en commentaire. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre, je trouve. Et et en plus de ça, j'ai l'impression que ça demande beaucoup de travail pour des résultats qui sont peut-être pas si ouf. Mais
peut-être que je me plante complètement et du coup, je voulais avoir ton avis là-dessus. Alors, en fait, ça va dépendre parce que sur, LinkedIn, moi, je remarque qu'il y a quand même pas mal il y a des salariés évidemment, mais il y a pas mal d'entrepreneurs, de petites entreprises, voire de grosses entreprises et je OK. trouve après ça dépend sûrement de la thématique, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par ce côté automatisation. Et après, tu vois, je redirige dans un school que j'ai créé vers la vidéo YouTube, donc les gens consomment quand même le contenu long. Mmh. Hem Après, j'ai pas assez de recul encore sur le niveau de l'automatisation parce que c'est très récent, que je vends pas de produits encore en rapport avec l'automatisation. Donc, je peux pas trop comparer YouTube et LinkedIn là-dessus. Mais je pense quand même que c'est très qualifié. Et après, je comprends totalement ce que tu dis par rapport à LinkedIn. Il faut faire des hooks. Puis c'est vraiment le monde des bisounours, tout le monde est gentil avec tout le monde, Ah ouais, etc. ça Moi, j'adhère dégoûte. pas du tout. Voilà, j'adhère pas du tout avec LinkedIn. Mais quand tu mets en comparaison LinkedIn et Twitter, c'est 1000 fois plus qualifié sur LinkedIn que sur Ouais. Twitter, ça c'est sûr. Et, et après, moi, en fait, j'ai laissé tomber cette stratégie. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois environ, je voulais me mettre sur LinkedIn. J'avais pris une formation d'un mec sur LinkedIn et tout, mais ça collait pas du tout. Franchement, j'ai regardé son truc, j'ai essayé et tout, mais franchement, c'était pas du tout moi et tout. Et en fait, je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais oublier toute cette stratégie et je vais garder le côté vidéo qui marche sur Instagram, qui marche sur TikTok, qui marche sur YouTube. Je me suis dit, bah, sur LinkedIn, il y en a de plus en plus qui mettent des petites vidéos. Bah, je vais faire pareil, mais en mieux. C'est-à-dire que eux, ils font souvent la petite vidéo basique, etc. Bah, on va faire une vidéo vraiment solide qui va renvoyer vers quelque chose d'encore plus solide et pas besoin après de me faire chier à faire, de raconter ma vie, de mettre des photos de moi, etc. Et ça marche très bien. Là, par exemple, je crois que sur les 5 derniers posts que j'ai fait, j'ai dû faire 130 000 impressions à peu près sur LinkedIn Ah ouais, quand même. et j'ai pris 1500 abonnés en 2-3 semaines. Donc ça monte OK. assez vite. Et Ouais. après, petit tips que j'ai fait pas mal au début aussi pour monter, on va dire, pas vraiment de manière réelle les abonnés, même si ça, je pense que ça joue quand même, les connexions. Ça, c'est vraiment solide sur LinkedIn. C'est-à-dire que tu peux te connecter jusqu'à 200 ou 250 personnes par semaine. Et en fait, quand tu te connectes et que la personne, elle accepte, elle s'abonne automatiquement à toi aussi. Donc ça permet de monter assez rapidement. Et en faisant ça, sans même trop poster, j'étais rapidement monté à 1800, 2000 abonnés. Et après, en me mettant à faire du contenu, bah, ça monte beaucoup plus vite. Mais donc c'est toi qui allais te connecter aux gens? Genre, faire, ouais, OK. En fait, j'allais sur mon téléphone, je prenais 5 minutes et je cliquais sur tout le monde de se connecter. Et ça leur Ouais. envoyait tous des demandes de connexion. Et puis voilà, sur le lot, je pense que je le faisais 200 fois et je devais prendre 100, 130 abonnés, un truc comme ça. OK, ouais, c'est quand même énorme, ouais. Et Et même du si jamais c'est pas forcément des gens qui sont intéressés, bah, ça va quand même augmenter le reach après derrière. ouais. Donc je pense qu'il y a plus de portée que si jamais j'avais 0 abonné et que je faisais mes vidéos qui vont quand même toucher beaucoup moins de monde dès le début. Et si tu dois faire une mini tier list là des réseaux et j'inclus YouTube et tout, vraiment du plus qualitatif au moins qualitatif, disons que quelqu'un qui se dit: «Je veux, aller sur des réseaux sociaux, je sais pas lesquels», tu ferais quoi dans l'ordre, toi? Alors moi, si je devais en garder juste un déjà, je prendrais YouTube, même si je pense quand même que c'est le plus dur. Après, il y a Arthur qui s'y connaît bien en YouTube. Je vais essayer de m'inspirer moi un peu de ce que fait Arthur, mais c'est le truc le plus dur et le plus ingrat, on va dire. Mais en même temps, c'est quelque chose qui reste et ça fait vraiment ta bibliothèque. C'est-à-dire, comme a dit Arthur hier, il a vu la vidéo que j'avais fait, bah, c'est une automatisation assez complexe, beaucoup de valeurs, et dedans, bah, ça va rester. C'est-à-dire que tous les gens après qui vont me découvrir d'ailleurs, bah, pourront toujours revenir vers le YouTube. Après, si je devais mettre un deuxième, je dirais que c'est LinkedIn. Mais si Ah ouais, quelqu'un quand veut se même. mettre sur YouTube et LinkedIn, ne pas en fait se limiter à ça. C'est-à-dire que tout ce qu'il va mettre sur LinkedIn, et moi c'est ce que je fais maintenant, je reposte exactement la même chose sur Twitter et éventuellement même sur Thread. Même si Thread, je pense que c'est vraiment le plus pourri de tous les réseaux qu'il y a. Voilà, pour info, sur Thread, les gens s'abonnent à moi via Instagram directement et je dois avoir 4 ou 5 000 abonnés, un truc comme ça, alors que je n'ai jamais rien fait dessus et quand je poste, je n'ai pas de visibilité. Mais ça vaut le coup en fait de remettre le truc partout. Une fois que tu as fait le travail, fais-le en double ou en triple. Et après, je mettrai Instagram en troisième. En fait, ça va dépendre. Instagram, ça peut être très puissant, mais ça dépend en fait de ce que tu fais. Je pense que quelqu'un, par exemple, qui fait que de l'automatisation make sur Instagram en partant de zéro, ça va être très dur de sortir du lot. Il va monter, peut-être qu'il va avoir 2-3 000 abonnés, mais il vaut mieux concentrer les efforts sur du YouTube et sur du LinkedIn, où tu peux quand même être assez viral et il y aura plus d'entreprises que sur du Instagram. OK. Vous avez vu la vidéo d'Hormozy sur, qui répond à la même question que tu viens de poser, Franck? Non, pas vu. Je sais pas si tu l'as vu, Romain? Non. Anto, je te pose pas la question. Je sais que tu l'as pas vu pour le coup, mais en gros, il a fait une tier list parce que lui, il teste énormément de canaux d'acquisition, et en effet, en tier S, donc les meilleurs canaux pour lui, c'est YouTube. Alors LinkedIn, je crois qu'il le met en dessous, il le met peut-être en A ou B même.
Par contre, là où c'est le truc un peu étonnant, c'est que lui, il fait beaucoup de tests sur Facebook et il dit OK. qu'en termes de qualité, parce qu'il mesure typiquement le temps passé sur le site depuis le réseau, en question, YouTube est imbattable. Donc, là-dessus, il te rejoint et je pense qu'aujourd'hui, faut être complètement fou pour donner une autre réponse que YouTube, à la question que tu viens de poser. Par contre, mais la petite particularité, c'est Facebook qui a une super opportunité, Après, apparemment. en vrai, Facebook, c'est un des seuls réseaux où tu as des communautés pour tout, hein. Tu as des communautés pour des maçons, des jardiniers, enfin, tu vois, si tu as des bonnes strates, je pense que tu peux faire des trucs sympas, en vrai. Ouais. Je pense que Facebook, c'est un truc qu'on néglige trop, en fait. On a l'image de Facebook qui est très vieillissant, qui est très, moi, par exemple, je suis pas allé sur Facebook depuis 5 ans, je pense. Donc en fait, naturellement, on pense pas forcément aller dessus. Mmh. Mais après, c'est vrai que sur Hormozy, c'est peut-être, un des meilleurs niveau tracking, donc Et Ouais, c'est intéressant en tout cas. j'ai failli en plus, c'est marrant qu'on parle de Facebook parce que je suis tombé sur, un mec qui fait du trafic depuis Facebook et moi je réfléchissais trafic pour le SEO, en gros, mais et lui, il s'est spécialisé sur les pages Facebook et il farm des pages Facebook à une vitesse phénoménale aujourd'hui avec l'IA parce qu'il crée des images ou des vidéos, qui seront vraiment facilement partageables, on va dire et qui vont vraiment, reach très facilement et en fait, il montre après des analytics, personnes en direct sur son site, tu as genre, 1 personnes, enfin, c'est un peu comme, c'est 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 des photos c'est bidons avec des enfants et tout ou pas? pas forcément. Franchement, il fait toute OK. niche Parce que moi, j'ai fait quelques tests, c'est assez violent, ouais. et tu as réussi à Donc reach? ouais, Avec mais en des fait, pages je les neuves? starte en pub. Ouais, Ah ouais, je les OK, starte un peu en pub et après ça part tout seul. OK. Ouais, Donc franchement, c'est assez fort et du coup, ce mec, il vend une Avec des enfants qui formation. sautent en parachute, tantôt. bon, tu mets des trucs de mongols, tu mets des enfants avec des chats, des trucs, bah, comme d'hab, de toute façon. Des enfants avec des chats. Trucs qui Le font, combo pour les vieux gagnant. qui cliquent, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Ah mais il y a l'air d'avoir des choses à faire en tout cas. J'ai un peu l'impression que c'est le genre de cycle, ça se trouve dans 1 ou 2 ans, on sera tous en train de parler du trafic Facebook comme si c'est incroyable alors que et ça sera peut-être le cas en fait. Moi, j'ai ouais, mais c'est été vrai que c'est un assez truc qu'on étonné. met trop de côté. Ouais, ouais, je suis d'accord. Moi, je vais juste en profiter en espérant que j'ai le temps sans qu'il y ait trop de bruit derrière moi. Si tu es chaud, je peux te filer un petit feedback sur ta vidéo d'hier qui, en termes de valeur, est incroyable, mais je pense que pour le coup, ce qui tu vois, typiquement, c'est le genre de vidéo qui mériterait d'avoir un hook très mainstream. Donc tu vois, où tu vas vraiment, parler là, en l'occurrence, c'est pour faire le récap, c'est une vidéo qui explique comment monitorer tous les mots-clés, toutes les informations potentielles sur la bourse. Ce que fait Romain, c'est qu'il prend différents mots-clés, il les monitore, de manière automatique et à la fin, il fait un résumé, chaque jour, ou chaque semaine, je sais plus, de tout ce qui s'est passé et pour les gens qui investissent, bah, c'est intéressant parce que ça automatise complètement la veille. Donc le sujet est top, le case study et la profondeur de la valeur partagée est incroyable aussi. Par contre, le truc, c'est que très vite, je pense que tu paumes les gens dans la complexité de tout ce que ça et je pense que il faut d'abord séduire les gens par l'idée en mettant, tu vois, un espèce de highlight du résultat et de ce que ça permet de faire et tu vois, avec l'automatisation qui tourne, le truc est énorme et d'highlight ce truc-là pour hook les gens parce que ça, c'est, bah, tu le sais, tu es bien placé pour le savoir avec tous les contenus short que tu as fait. Mais sur YouTube, c'est la même chose. Une bonne intro, ça fait 70 à 80% du job en réalité. Donc vraiment faire en sorte que les gens restent sur cette première partie et après pareil, que tu rentres moins vite sur toute la partie, valeur et où tu pars dans le détail et tout. De manière ça veut pas dire que tu le fais pas après, tu vois? Mais en gros, faire en sorte que ça soit progressif et que la valeur qui va plus loin soit, à la fin et après ces 2 étapes-là. Je pense que tu y gagneras forcément en termes de reach, de vues et tout, parce que la valeur est là, mais c'est, ultra spécialisé, en fait, pour des mecs qui sont déjà, assez calés sur le sujet et tu vas un peu moins attirer l'attention du viewer mainstream, je pense. Ouais, mais ça, c'est intéressant parce qu'en plus, je cherche vraiment, en fait, à le faire, mais j'arrive pas à faire des hooks, en fait, accrocheurs pour quelque chose d'un peu mainstream. Parce que j'avais un peu l'idée de faire des automatisations grand public. Par exemple, de rentrer une automatisation et hop, tu mets 2 dates et ça te dit les vols les moins chers, pour réserver. Ça pourrait intéresser plein de monde, mais je dirais que j'ai du mal à faire, l'accroche au début. Et après, j'ai remarqué, toi aussi, dans tes vidéos, à chaque fois, quand tu fais l'introduction, tu es toujours bien dans un studio, enfin, dans ton studio de chez toi, etc., avec un beau cadre.
Et ça, c'est un gros problème que j'ai, c'est que comme je bouge tout le temps en fait en ce moment en Norvège tous les 2-3 mois, j'ai toujours des fonds pourris, je peux pas me mettre en fait face caméra. Donc je suis obligé de laisser mon écran en fond et je trouve que c'est super dur de faire une intro un peu accrocheuse avec la Mais capture d'écran, là, quoi. tu vois, typiquement, la vidéo et l'automatisation dont tu es en train de parler, pour moi, limite, si c'est juste une capture d'écran et qu'on ne te voit pas juste avec ta voix, où tu mets le billet plein pot et et juste, tu vois, t'accroches en mode avec l'automatisation très simple que je vais te montrer en détail dans cette vidéo, tu pourras économiser X% sur ton billet. Voilà ce qui s'est passé. Et tu vois, et tu montes le avant-après, et après, tu peux montrer l'automatisation qui tourne pendant ce temps. Tu vois, un truc, et sur 30 secondes, en fait, le type, tu dis, ok, d'accord, bon, bah, ça vaut le coup, puisque je vais apprendre à payer mon billet 30% moins cher de manière complètement automatique. Donc, tu vois, je pense qu'il ne faut pas trop se casser la tête, contrairement à du TikTok et du short classique, où tu es obligé de faire des promesses qui, au final, sont un peu what the fuck. Tu vois, et tu vas gagner 7 000 € par mois avec Amazon en faisant ça parce que c'est ce qui marche sur ces plateformes-là. Là, tu peux te contenter tu vois, de montrer un peu le truc, mais il n'y a pas pour autant de promesses putaclic. Enfin, tu vois, c'est un truc, tu juste montrer le résultat, mais avoir d'abord le côté où je montre le résultat et après je montre comment j'en suis arrivé là, et après je montre de manière ultra détaillée comment j'en suis arrivé là. Et là, c'est top parce que tu vas garder les gens vraiment intéressés. Mais... Et tu peux Ouais, faire même en faire, sorte que le mec reste toujours. parce que pour moi, là, ton histoire d'être en Norvège, c'est même un hook en soi. Parce que, genre, tu pourrais te filmer au téléphone en le tenant devant toi, tu marches dans la rue, tu dis là, je suis en Norvège, mon billet, je l'ai payé moins 50%, je vous montre comment j'ai fait. Et en fait, ton hook, il est fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'arrive pas forcément encore à l'adopter le short à YouTube, mais c'est vrai qu'en fait, c'est la même chose, hein, c'est Ah, de pareil, hein. fou. Et moi, la vidéo qui a complètement cartonné sur ma chaîne, c'est que le hook, hein. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le hook est énervé, sans doute un des meilleurs hooks que j'ai jamais fait. Par contre, derrière, tout de suite, je pars sur un truc où, un peu comme toi, sur des présentations un peu plus lentes et je perds très vite en audience, mais c'est pas grave parce que le hook est tellement bon que la vidéo, elle cartonne. Après, le hook était particulièrement incroyable de cette vidéo quand même, hein. Avec le clone et tout. Ouais, c'est compliqué de refaire un hook comme ça, mais je pense que voilà, en tout cas, c'est important de se pencher sur la question de comment hook au mieux. Bah, totalement. On verra si après mon passage ici, j'arrive à faire des meilleurs hooks. Mais je vais essayer ça. Je pense que c'est important parce qu'en plus, là, les vidéos, souvent, elles plafonnent à entre 500 et 1000 vues, alors que je pense qu'elles pourraient faire quand même plus. Anto, est-ce que tu as une question? Ouais, j'avais une question, mais tu as partiellement répondu. C'est pourquoi tu as switch SEO affiliation sur l'IA? Mais au final, tu fais un peu tout en même temps maintenant. Vraiment, à la base, ouais, c'était partir sur l'IA et particulièrement l'automatisation pour automatiser ça. Hmm. Et j'ai vraiment kiffé le faire. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, j'aimerais bien aller plus loin encore dans la démarche. Et là, par exemple, continuer encore sur tous les sites d'affiliation, etc. J'essaie encore d'améliorer le process au maximum pour que ça se fasse tout seul. Mais après, j'aimerais rajouter des choses. J'aimerais rajouter, par exemple, sur les sites d'affiliation, de l'email marketing, de la création Hmm. d'e-books, par exemple, automatisé avec une séquence mail qui s'en sous-seul. Et tout ça, je sais qu'on peut l'automatiser. Et c'est des choses qu'à la base, on fait à la main. Et je me dis, bah, en fait, si on peut le faire avec Make, c'est beaucoup mieux pour n'importe quel projet. Et le projet, à la base, c'était d'automatiser celui-là, quoi. Est-ce que tu as déjà aujourd'hui des cas vraiment concrets d'automatisation que tu as implémentés et qui sont vraiment rentables et par exemple sur la partie affiliation, sur la partie make money, sur tu vois toute cette partie tu parles sur le papier ça fait rêver, mais moi pour le moment je t'avoue et tu vois je te pointe pas du doigt toi, mais que j'ai encore du mal à trouver des gens qui ont automatisé ces process-là et qui concrètement ont un truc viable sur le long terme et qui est relativement passif finalement. Ouais, bah, en vrai, j'ai un exemple. Le site test que j'ai fait de base, qui s'appelle quellavelinge.fr, si les gens veulent aller voir. C'est vraiment un MFA classique avec une structure un peu e-commerce. Et le site, en un mois, je crois qu'il a fait 400 ou 500 clics après le lancement, full automatisé, full IA. En gros, j'ai juste rempli le nom du produit, les caractéristiques, et après j'ai tout généré. Les pages se génèrent toutes seules, les tests produits se génèrent tout seuls, la mise en forme se génère toute seule, et ça fait des clics, ça fait des clics. Et là, je suis en train d'en lancer d'autres, avec l'objectif d'automatiser également la récupération de mots-clés. Normalement, c'est bon, j'arrive à le faire. Avec, une fois qu'il y a les mots-clés, de récupérer toutes les caractéristiques qui se remplissent, puis la génération. Là, je suis en train de créer un template de site que je vais cloner à chaque fois
pour le relancer et qu'après, ça lance des sites similaires en fonction de la niche. Et chose que je fais également, c'est que le plus long, c'est la stratégie. Du coup, je m'associe avec des membres de la formation qui, eux, font la stratégie et moi, après, je lance les automatisations. Comme quoi, il y a encore moyen de faire du comparateur de quel lave-linge et tel truc comme ça. Nous, c'est vraiment, tu vois, dans la formation, nos élèves, on leur dit justement ne pas Après, aller sur ce genre de truc. il le fait en Fakicom. Ouais, c'est Ouais, différent. mais C'est pas, c'est plus c'est avec différent. on va dire, c'est plus avec les top 5, etc. Ouais. Mais ça, c'est pas un truc, moi, je leur dis pareil. Je leur dis plus de faire des sites comme ça pour faire des sites comme ça. Mais si, par contre, j'automatise le process et que ça fait des clics, ouais. ça peut être intéressant de le lancer. Surtout qu'après, l'objectif, par exemple, qu'à lave-linge, là, c'est de le refaire, recréer la structure en espagnol et de régénérer le même Enfin, tu fais du contenu volume. avec tous les. Voilà, c'est ça. Ouais, bah c'est ce qui Et rend le c'est, truc bien. et c'est pour ça que je fais l'automatisation là-dessus. Ok. T'as une idée, par exemple, pour quel lave-linge.fr, combien ça t'a coûté en crédit OpenAI si tu passes par OpenAI pour. Alors, je crois, ça me coûte environ 20 centimes par article. Donc, ce site-là, il a dû coûter, je sais pas, 20, 25 euros, un truc comme ça. Ok. Et aujourd'hui, il fait combien de clics par jour, Il en ce site? fait entre 15 et 20 par jour. Ok. Il a un mois et demi. Et il a généré quelques ventes et tout déjà ou... Il a fait 2-3 commissions, très peu pour l'instant. Ok. Après, il a un mois et demi, comme tu dis, il faut lui laisser Ouais, aussi ouais, le c'est temps ça, il est tout neuf, ouais. de se lancer. Ok. Et juste, je rebondis sur un truc qui est lié à ce que tu disais au début, mais en fait, ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu documentes les trucs que tu kiffes faire sur le moment. Et en fait, tu disais, ton Twitter, il a 2 ans et t'as pas trop compris pourquoi au début les gens te suivaient, mais en fait, tu as fait ce que pour moi est le vrai building public, c'est-à-dire, construire, apprendre et partager en même temps. Et tu vois, nous, ça c'est pareil. Il y a pas mal de gens à qui on dit ça. Il y a des gens qui disent: «Oui, mais moi, je suis débutant, donc je peux rien faire sur YouTube ou je peux rien faire sur les réseaux sociaux ou je peux rien faire nulle part». En fait, pour moi, c'est pas vrai. C'est justement c'est même je vais pas dire c'est plus simple, c'est différent, mais par exemple, nous qui avons de la connaissance depuis longtemps, parfois, c'est dur de nous remettre à la place de quelqu'un qui est plus novice et de lui parler comme un novice et ainsi de suite. Alors que toi, ça permettait aux gens de suivre quelqu'un qui était juste un step au-dessus, tu vois? Et de toujours, lui enfin, te coller à la suite et du coup, vu que tu racontais ce que tu faisais et ben, les gens pouvaient apprendre au fil de l'eau en même temps que toi, au final et juste avec un wagon de retard, on va dire, mais ce qui leur a permis d'apprendre. Ce qui fait qu'après, bah, ils te font confiance aussi parce qu'ils voient ton évolution et je pense que là, c'est pareil sur ta chaîne YouTube. Tu as Mmh. commencé à documenter ce que tu fais avec l'IA, ça évolue, tu fais toujours des trucs de plus en plus gros et ça te légitimise complètement dans l'évolution parce qu'en fait, quelqu'un qui dirait, je sais pas moi, «Oui, mais toi, tu as déjà les connaissances, c'est facile pour toi». Tu lui dis: «Bah ouais, mais tu prends 20 vidéos, je les avais pas les connaissances, c'est juste j'ai appris quoi» et je trouve c'est trop bien ce type de building public, comme ça et de documenter ce que tu kiffes au final et en plus, même pour toi, ça doit être bien. Tu parles de choses que tu aimes actuellement en plus. En fait, j'aime bien parce que ça a un double intérêt. Déjà, ça permet de tout documenter, et cetera, pour les gens et je trouve que ça permet aussi de mieux apprendre. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai sorti pour le coup, tu vois, sur Make, sur ma chaîne YouTube, j'ai sorti, je crois, il y a un mois à peu près, 87 jours pour devenir un expert sur Make. Donc, en gros, je me situe vraiment en tant que débutant, mais je sais qu'à la fin, je serai un expert aux yeux des gens. Ils auront vu tout ce que j'aurais fait entre-temps. Donc, moi, ça me permet de documenter, de montrer, vous voyez, je sais faire, je connais. Et en même temps, moi, ça m'oblige à faire. Et en même temps, ça me permet d'apprendre parce que je vais aller plus loin dans les process, plus loin dans les trucs, parce que je me suis dit, au bout de 87 jours, j'ai dit aux gens, bah, je vais maîtriser l'outil, donc je vais maîtriser l'outil. Et je pense que c'est important de faire ça et que je l'ai fait en fait sans m'en rendre compte au début sur Twitter. Parce qu'au début sur Twitter, je suis arrivé, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être un an et demi que je faisais de l'affiliation, peut-être un peu moins, un an et demi, je pense. Et c'est vrai qu'en fait, en documentant, et j'étais pas le mec qui avait 10 ans d'expérience, donc j'avais pas tant d'avance que ça sur les gens. Donc déjà, ils peuvent aussi un peu se reconnaître parce qu'ils se disent, bah, si lui il parle de ça au bout d'un an et demi, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Et, euh, et moi, ça me permettait quand même d'aller toujours plus loin parce que ça m'a obligé en fait à faire. Au début, j'ai fait un e-book, donc l'e-book, il faut l'écrire, il faut réfléchir pour le faire. Après, j'ai fait la formation, donc c'était comme je faisais, mais j'ai quand même dû réfléchir à comment faire la formation, comment je structure la formation, etc.
Et tout ça, ça permet toujours d'aller plus loin et que les gens te font confiance. En plus, tu leur donnes beaucoup de valeur, donc la réciprocité. Donc il y a tout ça qui se met en parallèle, quoi. Et à la toute base, toi, tu t'étais formé comment? Comment t'es tombé, sur le SEO, sur l'affiliation, comment ça s'est passé? Alors, je suis tombé à la base sur une pub de votre associé Jordan. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, Et, j'avais le euh, souvenir. et c'est vraiment genre, je devais être en compta ce jour-là, sur mon bureau, en train de faire de la compta. Je détestais ça. Et j'ai vu une pub et je me suis dit, ah ouais, mais je connaissais pas ce business model, c'est incroyable. Dans la foulée, j'ai acheté le bouquin d'Andrieux sur la Bible. J'ai tout lu. Et en fait, j'ai lancé mon premier site. Au début, je galérais, mais j'avais un pote à moi qui faisait déjà un peu de dropshipping, SEO, etc., qui faisait ça depuis longtemps et qui connaissait plein de trucs en SEO, en marketing, etc. Donc, en fait, il m'a beaucoup, beaucoup aidé à comprendre, à apprendre, etc. Et je pense que j'ai énormément après appris en le faisant, en fait. Parce que j'ai pas pris de formation, etc. OK, ça Et marche. d'ailleurs, tu avais commencé un projet, je sais pas où ça en est, le projet Drop que tu avais lancé Ouais. justement avec, ton pote. Vous avez continué à le lancer? Vous avez continué à faire un truc dessus ou pas spécialement? Alors, je sais pas de quel projet tu parles, parce que pareil, ça, c'est un peu le retour du bâton, c'est que je lance beaucoup trop de trucs tout le temps, parce que Bah, j'essaie je toujours sais des pas si choses, tu etc. avais communiqué dessus. Est-ce que je peux donner, la niche au cas où ou pas? Tu avais communiqué sur les trucs ou pas? Oui, je crois que oui. Ah oui, C'était mais les alors Ouais, trucs de combat? ouais, truc de mais c'était combat, tout ouais. seul du coup. Ça, c'était tout Ah, c'est seul. tout Ah, seul, OK. Ouais, c'était le site s'appelle Raichu. Il existe toujours. Pour l'instant, il n'est pas du tout optimisé SEO. En fait, à la base, je voulais le faire en SEO et je voulais aussi faire une stratégie d'ads, une stratégie d'influenceurs, etc. Et j'avais vraiment fait pas mal de choses. J'avais envoyé à des influenceurs, mais j'ai pas vraiment eu de retour. J'ai pas eu le problème que j'ai eu aussi, j'ai eu pas mal de retours clients avec la taille qui était trop grande parce que c'est du Printful. Et j'ai l'impression que par exemple, Printful, ils envoyaient les mêmes tailles en fait aux hommes et aux femmes. Donc je me retrouve avec des influenceuses à qui j'envoie. Ça, Elle me dit, c'est moi je mets du, c'est un peu je mets du macaque, quand même. XL, mais en fait le XL, bah, c'était le XL de son mari. Elle m'a dit, bah, même mon mari, ça lui va pas. Et j'avais des problèmes comme ça du coup de retour. Du coup, j'ai pas trop poussé le projet parce que je perdais pas mal d'argent, je perdais pas mal de temps. Mais j'ai laissé le site, il fait 2-3 ventes, entre 1 et 3 ventes par mois, on va dire. Donc pour l'instant, je le laisse. Je me dis peut-être que si je le retouche en SEO, ça pourrait le faire, surtout que je l'avais traduit en US. Donc je crois que je dois avoir allez, 5 clics par jour sur le FR et 5 clics par jour sur l'US. Et je pense qu'en le refaisant en SEO, je pourrais faire un peu plus de clics. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Et Ouais, vu c'est les toujours le problèmes de problème. retour, le problème de retour que j'ai eu et tout, j'ai un peu abandonné. Et surtout au niveau de l'influence. C'est-à-dire que l'influence, bah, les mecs, je leur envoyais des trucs. Il y en a qui m'en ont demandé 3, 4 des RashGuard. Ça me coûtait à chaque fois 40 € le RashGuard. Je le faisais. Mais derrière, aucune vente. Ils mettaient une story, il se passait rien. Donc, c'était moyen, quoi. OK. OK. Donc ouais, Bon, c'était un c'est beau petit projet quand même, aparté. ça m'a appris pas mal de choses. Parce que j'avais jamais fait d'e-com, ça m'a permis de toucher, on va dire, un peu pour la première fois le code. Parce que dans Shopify, j'avais fait du custom code, j'avais fait des fenêtres modales, etc. Et du coup, j'avais un peu appris à utiliser ChatGPT pour faire du code. Donc c'était un peu une mise en bouche, quoi. OK. Non, mais tu vois, c'est l'avantage du, entre guillemets, «building public», c'est que, bon, tu as expliqué ça, ça marche pas, bah, enfin, ou ça marche pas comme tu le voudrais, pour autant, tu as appris plein de trucs, en fait, ça me fait penser parce qu'il y a plein de gens qui pensent que quelqu'un qui a un projet qui marche, il a eu de la chance. On en rigolait hier avec des potes. Mais en fait, ce que les gens se rendent pas compte, c'est que pour un projet qui marche, tu en as peut-être 20 derrière qu'on marchouillé vite fait et au final, c'est ça qui fait que tu as développé les compétences. Demain, tu relancerais un e-commerce, tu saurais à quoi faire attention, tu saurais ce qui sont les points de risque, tu saurais, bah, du coup, tu as appris à coder un petit peu, tu as appris à faire ton Shopify, tu as appris à faire plein de trucs. Donc en fait, c'est une accumulation de trucs et d'où le fait que les échecs sont pas vraiment des échecs, c'est des apprentissages. Alors ça, c'est évidemment, au bout d'un moment, il faut quand même faire en sorte de réussir, tu vois? Il y a des gens qui se remettent pas en question et qui font échec sur échec, mais sans jamais réfléchir à pourquoi c'est un échec. Mais si tu fais des échecs, que tu apprends de ton échec et que tu avances, bah, au final, tu as des trucs qui fonctionnent au bout. Non, mais clairement. Et après, voilà, ça apprend toujours des choses quand même. Et c'est vrai que les gens voient pas forcément bah, tout ce qu'il y a derrière. Tu as beau réussir un truc, tu as forcément fait 10 000 choses derrière. Là, voilà, moi, ce que je retiens de ce projet, c'est que bah, la niche n'était pas forcément bonne. Partir sur du vêtement custom pour des combattants, c'est peut-être pas le meilleur produit à lancer quand tu n'as jamais fait d'e-com. Et aussi que l'e-com, bah, je pense aussi que c'est un job à temps plein. Et que c'est difficile de faire.
de l'e-com, de la formation, des sites, des réseaux. C'est très compliqué de tout faire en même temps, quoi. Clairement. Tiens, ça fait une belle transition, ça vers un sujet qui, je pense, te concerne autant que moi, hein, d'ailleurs. Et peut-être que Franck et Anto nous dire, mais le focus. Là, pour le coup, on a eu l'occasion de le constater déjà au travers de tout ce que tu nous racontes. Tu fais T'es plein de partout. choses, tu t'es partout, tu es à la fois en building public sur Twitter, à la fois tu lances un compte sur LinkedIn, à la fois tu as aussi beaucoup fait de short. Enfin, en gros, tu es multi-compétences, multi-casquettes, ce qui est très bien enfin, dans un sens, parce que ça te permet aujourd'hui d'avoir une vision 360 qui est plus que nécessaire, particulièrement quand on fait de l'édition. Mais comment toi, aujourd'hui, tu te positionnes par rapport à ce défocus, justement? Est-ce que c'est quelque chose que tu assumes et avec lequel tu vis et que tu trouves que c'est OK et que tu continues dans ce sens-là? Ou est-ce qu'au contraire, tu as la volonté de plus en plus de regarder dans une seule direction et de te positionner et tu vois, que demain, quand on pense, Romain Brunet, la FI SEO, on se dise: «Bah, il fait de l'automatisation» et il fait pas, de l'édition, du machin, du truc. Il fait de l'automatisation ou il fait ça ou il fait ça, mais tu vois, tu as cette volonté-là ou pas? Ouais, ouais, clairement, aujourd'hui, là, j'ai vraiment envie de me focus que sur l'automatisation et l'IA. Et en fait, j'ai l'impression que ce que j'ai fait, de faire énormément de défocus, c'est que j'avais un peu le besoin de construire des connaissances. Pour moi, en fait, je suis arrivé, je savais faire un peu d'affiliation SEO, mais en fait, je me suis dit, quand j'ai découvert Twitter, il y a tellement de choses dans tous les sens où j'ai pas encore les compétences. Et pour moi, c'était important de maîtriser beaucoup de choses pour avoir une vision, comme tu dis, 360, avant de me focus quelque part. Parce que là, je sais que par exemple, si je fais que de l'automatisation et de l'IA, en fait, je vais pouvoir avoir des idées qui viennent de tout ce que j'ai pu voir ailleurs et qui seront importantes. Alors que je me suis dit, en fait, de base, j'ai pas envie de me focus que sur un truc parce que sinon je vais être très bon dedans. Mais le jour où ce truc marche plus, ben je sais plus rien faire. Et même sans avoir forcément réfléchi à ça, j'ai été attiré par 10 000 choses. Même si aujourd'hui, voilà, je pense que j'ai fait tellement de choses que faut focus sur quelque chose. Ça sert à rien d'aller voir tout ce qui existe. Mais c'est bien, je pense, d'avoir eu une vision un peu d'ensemble pendant 2 ans, d'avoir vraiment regardé beaucoup de choses. C'est toujours bien de regarder encore un peu des choses à côté, mais c'est clair qu'il faut avoir un focus, je pense, aujourd'hui à 80-90% sur quelque chose. Et je pense que ce sera l'automatisation et l'IA. Mais là, je te dis ça encore aujourd'hui parce que l'automatisation, quand tu vois par exemple aujourd'hui qu'il y a le nouveau Claude qui peut les travailler sur ton ordinateur, qu'est-ce que ce sera l'automatisation dans 2 ans? Et ça, c'est ça aussi qui pousse aussi forcément des fois un peu à défocus pour aller voir un peu d'autres choses potentielles, quoi. Ouais. Tu es un surfeur d'opportunités comme nous, hein, de toute façon. C'est un peu ce qui nous caractérise à partir du moment où l'objectif, c'est en tant que solopreneur, et en tout cas pour le moment sans vendre ton temps, parce que je pense on y reviendra, mais qui dit automatisation dit que demain, tu auras la possibilité de vendre ton temps potentiellement cher en B2B, etc. Mais on est obligé en fait d'être sur le qui-vive et de sauter sur l'opportunité dès quand on la voit. C'est un peu Je pense pas, en vrai. ouais, tu penses pas? Je pense que c'est un mindset, c'est tout. Un mec qui est très bon, qui focus, je pense qu'au final, il gagnera plus. Oui, c'est sûr. Ouais, mais là, tu entends l'argument de Romain dans le sens où imagine, il se met à focus, même si Ah, personnellement, je sur pense que l'IA, par focus est exemple, que très ça bon. évolue, Ouais, etc. imagine, il focus l'automatisation, il devient super chaud sur Make, mais en fait, dans 2 ans, il se trouve qu'en effet, Make, il y aura une IA qui va t'assister, qui va construire ton scénario en 10 secondes, Bon, il faudra et peut-être quelqu'un qui l'explique aussi, tu vois, au final. peut-être, ouais. Ouais, dans 2 ans, mais dans 3 ans, non. Mmh. Tu vois, ça Oh, évolue le tellement SEO, ça vite. meurt tous les ans, au final, ça revit tous les ans aussi, donc bon. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais non, mais après, voilà, je pense qu'il faut toujours s'adapter, mais je pense que c'est quand même important de focus. Et c'est pour ça que là, vraiment, ça fait peut-être. Je pense que j'ai rarement aussi longtemps focus sur un truc. Et je pense que je vais continuer de focus là-dessus parce que même si c'était au début, je faisais moins d'automatisation, je faisais plus d'IA, mais je pense que ça fait depuis le mois de mai que je parle de ça tout le temps. Donc ça commence à faire un petit moment. Et puis ça m'intéresse vraiment, je pense Après, aussi pour le. est-ce que c'est pas lié, tu vois, genre, tu une nouvelle compétence, une fois que t'es bon, tu veux changer, tu vois? Le fameux cycle. Ouais, c'est possible, mais après, ce que Donc, j'aime bien en automatisation, c'est que ça peut s'appliquer à tout. Par exemple, en ce moment sur mmh. YouTube, je suis en train de faire une série de vidéos, là, faut que je reprenne, où j'essaye d'automatiser une boutique de print on demand. Donc, tu vois, c'est pas du coup directement lié à l'automatisation, ça va être de l'e-com,
mais c'est que avec l'automatisation. Hmm. Donc en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça permet de faire plein d'autres choses et ça permet au final de toucher un peu à tout en se focusant sur. Ça va te faire encore plus de trucs à défocus. Oui, mais c'est dans l'automatisation, donc ça va. Ça sera l'excuse à chaque fois. Ouais, non, Je mais lance une formation sur un truc, mais elle est automatisée, donc c'est bon, Ça marche. Ouais, c'est marrant. Vu qu'on en parle, et vu que tu le disais ironiquement, dans 2 ou 3 ans, on ne sait pas où ça sera, tu as des petites prédictions sur l'IA, tu vois, se dire, dans 3, 5 ans et 10 ans, genre, comment t'imagines et les IA pour nous dans notre quotidien? Et petit aparté, j'en parlais avec de la famille ce week-end, où on se dit enfin, moi, je pense que dans 10, 15 ans, ça sera pas, anormal d'avoir un robot chez soi qui fait des tâches ménagères, par exemple. Et il me moi, disait: je «Oui, Je mais» pense bien avant même. je je sais même pense pas si on aussi, sera mais encore là dans 10-15 ans. ça Ouais, moi, franchement, non, moi, franchement, je suis assez pessimiste sur l'avenir avec l'IA, avec l'AGI, etc. Parce que on sait pas, en fait. On sait pas ce que ça va donner, tout ça. Mais sur le côté travail, franchement, tout ce qu'on fait sur un ordinateur, tout ce qu'on fait nous sur Internet, je vois pas comment ce serait pas remplaçable d'ici 5 ans, quoi. ouais, ouais. Mais d'un Anto, côté, un contre-avis là-dessus, Anto? Non, je suis assez d'accord. Même quand tu vois les robots, je sais pas comment il s'appelle, celui d'Elon Musk là, qui sert les bières et tout, en vrai, dans 15 ans, il y aura peut-être plus de serveurs d'ici 2-3 ans, tu vois? Parce qu'au Et final, alors, moi, je rebondis tout de suite là-dessus, Romain. Est-ce que tu penses, par exemple, de manière très très transparente, et puis les gars aussi, est-ce que tu penses que nous, avec le Wizard Podcast et la création de contenu tel qu'on le fait, tu vois, est-ce que ça aussi c'est menacé ou non, ça, je pense que ce sera toujours intéressant de le faire. Après, il faudra voir, en fait, qu'est-ce que c'est le produit. Parce que si jamais le produit il est fait par une IA, tu peux plus vendre le même produit. Mais le personal branding, il va toujours rester. C'est-à-dire que vous, votre personal branding, vous aurez toujours des choses à faire avec. Et moi, c'est aussi pour ça que je continue de créer une audience, etc. Parce que il y aura toujours des opportunités. Et également, un truc, c'est il y aura toujours de plus en plus d'entreprises, il y aura toujours de plus en plus d'entreprises liées à l'IA qui auront toujours besoin aussi de personnes comme nous pour les mettre en avant. L'affiliation, ça existera toujours. Le déplacement de produits, ça existera toujours. Donc tout ça, de créer une autorité, de créer une audience, sera toujours utile, j'en suis sûr. Après, c'est bah, faire des choses sur l'ordinateur, automatiser des choses, créer. Je sais pas trop ce que ça va donner avec les IA parce que moi, franchement, quand j'ai vu Claude, déjà qu'il y a Claude qui code, là, je sais plus comment ça s'appelle, et le nouveau Claude qui travaille sur mon ordinateur, je me suis dit, il y a ça au bout de 2 ans de ChatGPT, qu'est-ce que ce sera dans 3 ans, quoi. Ouais. Ouais, c'est dur à dire, c'est dur à prédire, C'est dur parce qu'en à. plus, ça se trouve, on sait même pas en gros, c'est dur d'imaginer des trucs qui la base n'existe peut-être même pas encore. En gros, il y a dans 5 ans, peut-être que ça sera même plus des IA comme on le connaît, mais ça sera quelque chose de supérieur, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que je crois que la GI, c'est prévu pour dans 5-6 ans. Et tu as je pense que Arthur, il a dû la voir, j'imagine. Ego, la dernière vidéo qu'il a fait, Ego, elle est incroyable. elle est Le truc incroyable. des Et trombones là, là? ouais, Tu l'as regardé ou pas? J'ai ouais, pas ouais. regardé. J'ai Ouais, pas tu me regardé, mais je me fatigues ça suis dit: aussi. «Il faut que je la regarde». Elle est incroyable, franchement. Je pense que toutes les personnes qui connaissent pas trop l'IA, qui voient pas trop comment ça va évoluer, doivent regarder cette vidéo. Parce qu'en fait, il parle très très bien du problème d'alignement. Et c'est ça, en fait, où on sait pas ce que ça va donner pour la suite. Et ce qu'il dit qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans le chat GPT, Claude, etc., toutes les personnes qui travaillent là-dessus, bah, savent même pas vraiment ce que font les algorithmes à l'intérieur. Donc, le truc progresse tout le temps, on le rend de plus en plus intelligent. Et au bout d'un moment, en fait, on pourra juste pas savoir, puisqu'on va avoir Hmm. quelque chose qui est plus intelligent que nous, qui va faire des choses, qui va créer des choses. Donc c'est impossible de savoir ce que Ouais. ça va donner. Et Vous tu ne pouvez peux pas. Ouais, vas-y. est-ce que vous pouvez juste définir la différence entre l'IA et AGI? AGI, ça veut dire Artificial General Intelligence. Donc, c'est en gros, c'est une IA qui. Putain, je vais chercher un. Essaye, Romain, de répondre C'est à la question. Je vais demander à ChatGPT de moi en mon gros, côté. Mais... pour moi, c'est quand l'IA apprend par elle-même, quand elle n'a plus besoin de l'humain finalement, quand elle arrive au seuil où l'intelligence est la même, si je dis pas de bêtises, et qu'après, bah, elle passe le step où en fait elle apprend par elle-même et elle devient de plus en plus intelligente. Et nous, du coup, on peut plus comprendre parce que elle est plus intelligente que nous et donc elle Et est plus alors intelligente qu'un cerveau humain. comment ça s'appelle les IA
qui elle-même, alors je vais prendre je sais pas si ça existe comme ça, mais par exemple, tu as un chat GPT à qui tu dis de faire quelque chose et lui-même, crée un autre mini chat GPT pour faire des tâches et il en créerait plusieurs pour faire des trucs. C'est ça les AGI ou C'est pas? des IA, agentiques? Non, non, du tout. Une AGI, OK, c'est des agents. Donc aujourd'hui, tu as déjà des pseudos, enfin, tu vois, typiquement, le modèle, O1 Preview, il OK, fonctionne de manière un peu agentique, tu vois? Il va OK, aller s'auto-challenger pour répondre au mieux à ta question, ce qui peut être intéressant. Typiquement, je crois qu'Anto, il fait pas mal de tests sur la partie dev. Il est Ah, c'est monstrueux. meilleur que Claude, Ouais. qui était meilleur que Quattro. Mmh. Et là, donc une AGI, bah, c'est ce qu'a dit Romain, mais je vous lis vite fait la définition, c'est une ou intelligence artificielle générale est un type d'intelligence artificielle capable de comprendre, apprendre et accomplir des tâches de la même façon qu'un être humain. Et contrairement aux IA qu'on utilise aujourd'hui pour des choses spécifiques comme reconnaître des visages ou traduire des langues, une AGI sera capable de faire plusieurs choses différentes et pas seulement des tâches pour lesquelles elle est spécialement programmée. Et en fait, ça va, si tu veux, là, en fait, c'est les GI, c'est la perte de contrôle. On a un truc qui est ultra intelligent, on perd complètement le contrôle de manière humaine. Et aujourd'hui, tous les spécialistes qui bossent justement sur cette notion d'alignement, et l'objectif étant de ne pas nuire à l'être humain, tu vois, de rester justement aligné avec les valeurs de l'espèce humaine, les droits de l'homme, etc., n'arrivent pas à contrôler, ne serait-ce que même un peu, le truc. Ils sont complètement paumés, tout le monde est paumé, mais en parallèle du fait que tout le monde soit paumé là-dessus, il y a quand même une course à l'amélioration et à l'évolution de l'IA. Toutes les entreprises mondiales se tirent la bourre, et donc tu as les États-Unis qui se tirent la bourre avec la Chine, qui se tirent la bourre avec la Corée, enfin, je te dis des conneries, mais et en fait, tout ça fait qu'il y a une dimension économique qui se rajoute par-dessus. Qui sera le premier pays, le premier continent à mettre en place les GI? Et en fait, du coup, toutes les notions de sécurité, tu as quelques organismes aujourd'hui, et c'est d'ailleurs l'un des organismes que pousse Ego dans sa vidéo qu'il fait, pour qui il a fait la vidéo, qui se tire la sonnette d'alarme en mode doucement, parce que là, c'est chaud. Enfin, vraiment, genre, il y a vraiment des questions hardcore qui se posent derrière. Mais voilà, le terrible capitalisme est en train de, dans tous les cas, d'appuyer sur l'accélérateur là-dessus. Donc, en effet, comme l'a dit Romain, on va se retrouver, qu'on le veuille ou non, avec une AGI d'ici quelques années. Et bah, c'est un mystère, quoi. On ne sait pas à quelle sauce on va être bouffé. Et c'est là où tu as tous les scénarios, un petit peu, bah, ceux dont on parlait dans le 100e épisode, les scénarios un peu catastrophes, où on se dit: «Qu'est-ce qui va se passer?» Parce que la réalité, et c'est justement tout l'intérêt de cette vidéo, vraiment, on vous la recommande. On essaiera de penser à C'est la quoi mettre en description. le nom du gars? EGO, Ego. Ego. OK. Je Et suis c'est un un boomer monstre, de hein, YouTube, lui, je c'est connais incroyable, personne. hein. Sa chaîne, elle est géniale, hein. Lui, il a explosé, mais avec, il a fait 20 Ah, vidéos, je crois, il a 1 million d'abonnés. et Mais le en fait, pire, c'est sa que le type première est tellement vidéo a zinzin. explosé. C'est ça qui est Ouais, ouf. mais dès sa première, ouais. Ouais, ouais. OK, j'ai jamais vu de Et le type est tellement zinzin et perfectionniste qu'il a fait sauter 90% des vidéos de sa chaîne, enfin les 80% des vidéos de sa chaîne, il y a de ça 2 semaines, parce qu'il les trouvait pas assez bien. Ah Alors ouais? que c'était déjà une dinguerie. Ouais, non, mais il est complètement parce fou, qu'il y lui. en a 5. Mais elles Ah sont ouais. phénoménales, ouais. Les Ouais. premiers, c'était, je crois, sur le lore de League of Legends. Enfin, Beaucoup sur l'e-sport, ouais. Rocket League, il a fait beaucoup de trucs. Enfin bref, sa dernière vidéo sur les trombones, là, elle est phénoménale, et elle explique tout ça, très bien, pour tous ceux qui veulent aller voir, c'est vraiment cool. Ouais, je vais aller voir ça, OK, je me note. 38 minutes, faut un RTT par contre. Bah, c'est un peu le problème, et c'est que quand tu es habitué à te bouffer des shorts de 25 secondes, et que ton temps d'attention moyen, il est de 12 secondes et demie, bah, c'est un peu compliqué, hein, mais Franchement, je l'ai même fait voir à ma copine. Franchement, au début, elle avait un peu du mal les 7-8 premières minutes, puis après, il se passait tout ouais, seul. pareil. Mais moi, c'est pas mais tu sais que moi, j'étais là, «Concentre-toi et tout», enfin, genre, mais sans il y a un stade dans mais je te crois, parce que moi, quand il y a un truc, mais moi, ça me fait péter un câble, mais quand il y a un truc où je me dis: «Putain, ça, il faut que ça soit vu», je le partage aux gens. Et quand ils sont à côté de moi et que je vois qu'ils font un peu autre chose, qu'ils ne sont pas complètement concentrés, ça me fait péter un câble. Mais je t'en supplie, respecte l'œuvre d'art qu'est cette putain de vidéo, quoi. Elle est phénoménale. Ah, mais exactement pareil. Vraiment. Je l'ai vue, franchement, j'ai insisté direct après pour qu'elle la regarde. Je me suis mis à côté, faut que tu regardes. T'as cligné des yeux. Mais ouais, c'est rigolo. De quoi est-ce qu'on peut parler? Alors, tu fais aussi pas mal, pour revenir sur le sujet de l'affiliation. Tu as été l'un de ceux qui ont prôné le fake e-com dans l'affiliation.
Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les tests ou les sites que tu as montés à l'époque sont toujours valables aujourd'hui? Est-ce que tu as constaté des changements sur la partie fake e-com? Et globalement, si tu pouvais expliquer à l'audience qui peut-être n'est pas au courant de ce que c'est, la stratégie derrière, quoi. Alors, pour moi, il y a 2 sortes de fake e-com, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup et beaucoup d'ailleurs viennent me parler comme ça pour me demander comment on fait. Type le genre de site monsieurscandinave.fr où tu vas avoir plein de canapés, de tables basses, et cetera et tu cliques et tu es directement redirigé vers le site marchand. Moi, ce que je fais, c'est plus, en gros, des catégories. Donc, par exemple, pour revenir au lave-linge Hublot. Et dedans, on va retrouver tout plein de filtres qui vont renvoyer directement vers les tests des produits. Donc, avec les filtres, avec la personne qui peut vraiment choisir le lave-linge qui est adapté pour elle. Donc, la taille, le bruit, etc., etc. Et en gros, c'est ça que je fais en fake e-com. Donc, vraiment la structure du menu, la structure des pages. Et ensuite, du coup, tu tombes sur la page produit qui est un test, tout ce qu'il y a de plus classique par rapport aux requêtes où je vise beaucoup la langue traîne. Et voilà, en gros, la structure, c'est vraiment décomposé comme ça, donc avec la question de filtrage et le menu qui fait vraiment penser à un e-com, toujours en Et fait Ouais. pourquoi tu le fais pas sur ta page produit un vrai fake produit? Tu vois, avec un Euh, ajout tes paniers et tout. Ah, j'ai jamais testé. J'ai jamais testé parce qu'en fait, à la base, je le faisais vraiment dans une optique de vraiment juste faire mes tests. Et en fait, je m'étais dit comment je vais ranger mes tests. C'était plutôt comme ça, en fait, là, Ok. pourquoi j'ai fait des sites comme ça à la base. C'était vraiment, en fait, parce que comme je m'étais pas formé, je connaissais pas les MFA, je connaissais rien de tout ça. Je m'étais dit, moi, si j'étais un utilisateur et que je voulais tomber sur un site comme ça, qu'est-ce que je ferais, comment je trouverais le produit. Euh, et là, je l'ai jamais raconté, mais par exemple, pour la petite histoire, quand j'ai découvert quelmatelas.fr, du coup, j'ai créé quelcanapé.fr. Voilà, c'était en gros, ça ressemblait à des matelas. Et ce site, ça marche toujours. En fait, j'y touche plus beaucoup aujourd'hui. Il fait entre 800 et 1200 euros par mois. Et enfin, le truc à 2 ans, il a plus beaucoup de choses qui sont mis dessus. Et c'est vraiment sur ce concept-là. C'était toujours aider l'utilisateur à trouver le produit idéal par rapport à ce qu'il cherche, quoi. Tu sais que c'est marrant Ouais, que ce tu soit à testeras, toi. ça marchera mieux. Ah ouais, Tu sais, pourquoi? parce qu'en fait, quand il y avait quelmatelas.fr qui avait bien marché, je m'étais dit, ah tiens, c'est marrant, je pense que les canapés. Enfin, je pense que ça marche aussi. Du coup, je regardais les EMD, j'étais tombé sur ton site et je me te dis, ah bah Smart, le type fait un équivalent en moins poussé, parce que quelmatelas, ils font vraiment les tests des produits et Ouais, tout ça, mais je me disais, bon, bah c'est malin son truc. Puis voilà, j'avais mis de côté, je savais pas que c'était à toi en fait. c'était un ouais. Ok. Ouais, Et bah du coup, là, c'est cool, tu vois, comme tu dis, parce que ça t'a peut-être pris du temps au début à faire, à faire, mais là, aujourd'hui, il te rapporte 1 200 balles. Tu passes combien de temps par mois là-dessus? là, j'y passe plus rien du tout, franchement. Je dois passer 2 heures maximum, grand maximum par mois Ouais, sur ce voilà. site, hein. OK. Et Ouais, encore, je OK. pense que j'aurais pu. À l'époque, je faisais tout à la main parce qu'il n'y avait pas l'IA, etc. Donc ça me prenait du temps. Aujourd'hui, un site comme ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et ce que je rajouterai aujourd'hui, c'est vraiment la partie YouTube. J'ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo d'ailleurs là-dessus où je fais de l'affiliation YouTube et où j'automatise les vidéos d'affiliation YouTube. Donc ça, c'est un autre truc qu'on peut faire avec l'automatisation et que je ferais en parallèle aujourd'hui si je refaisais par exemple quel canapé, je ferais ça ou directement je ferais les, euh, les tests que je mettrais également sur YouTube en automatique pour aller beaucoup plus vite. Et, et Pinterest aussi, parce que ça avait pas mal marché à l'époque, je ne l'ai pas poussé, mais quand j'avais commencé, et ça c'est cool aussi, parce que c'est tous les concepts de EAT, moi ça me semblait logique en fait au début quand j'ai commencé, genre de me dire, bah, c'est des photos de canapé, je vais les mettre sur Pinterest, les gens ils verront les trucs, ils vont aller sur le site. Et ça, je pense, ça avait pas mal aidé le site au tout départ, et ça avait fait du trafic également via Pinterest. Au début, j'avais 10 000 visiteurs par mois, je crois, Ah ouais, quand même. avec 400, 500 pins, je crois. Sur ce genre Tu de as niche, c'est cool. un test en cours là, Romain, sur la partie, affiliation YouTube? Non, Automatique? non, non, je vais le faire prochainement. Là, j'ai vraiment créé le process. Enfin, tu pourras aller voir, il y a une vidéo YouTube, j'ai tout OK. donné, etc. En gros, comment je fais, c'est quand je fais mon article, à la fin, je demande à Claude directement de me créer un script pour YouTube. Le seul truc que j'ai envie de faire, c'est pas automatiser, c'est faire la voix off humaine, parce que je pense que c'est important. Et en fait, je mets ma voix off, je décompose, je dis combien elle dure de temps la voix off.
je mets des URL, par exemple, du produit, je sais pas moi, des produits sur Maison du Monde, toutes les URL des images. S'il y a une vidéo, je la mets aussi. Et après, en fait, avec un module qui s'appelle JSON to Video, ça va tout me concaténer, ça va faire des zooms, ça va faire des zoom in, zoom out. Et ça me fait le montage qui est définitif. Donc ça, je vais tester un peu. La voix off avec play.ht, je l'avais déjà mis, mais c'est pas mal du tout, hein, Ah ouais, ça fait en pas vrai, hein. trop IA. Ça fait pas trop IA, parce que tu peux cloner des vraies voix, donc tu prends un mec qui parle sur YouTube, tu prends des reportages, tu lui donnes, tu vois. Enfin, il y a moins de vérification qu'Eleven Labs, donc tu peux mieux t'amuser. Et c'est pas très cher. Donc Ok. tu prends un mec qui parle 10 heures, tu lui fais manger, tu vois. Et en vrai, ça te sort un truc propre. Ah bah ça, Bon, il tu faudrait prends que je pas des teste stars, ça. tu vois. Mais... J'allais dire un truc, mais je vais pas le dire. Ça me ferait chier que ça soit le cas. Mais ok, ouais, t'en avais déjà parlé de ça, Anto. Et Ouais, il y a moins de vérif qu'Eleven Labs sur le cloning et tout, donc jusqu'à quand, je sais pas. Mais tu les trouves meilleurs, du coup? c'est pas meilleur, c'est juste que déjà c'est beaucoup moins cher, parce que c'est illimité, je crois que c'est 69 € illimité. Et sur le clonage, t'as moins de vérification. Je crois qu'Eleven Labs, tu peux pas cloner tout le monde. Hmm. Et ils ont une API? Ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Après, moi, j'avais peur, en fait, un peu les voix off robots, parce que j'avais entendu dire que YouTube, il kiffait pas trop. Donc, je sais pas, parce qu'après, même, tu vois, si la voix, elle fait, Ouais, je sais pas. je sais pas s'il n'y a pas des patterns, si après, il reconnaît pas que c'est de l'IA et qu'il va te ban la vidéo direct. Je pense Ban, que je tant pense que la pas. vidéo est pas trop spam, je pense que c'est ok. Ouais. Ouais, faut Moi, j'ai tester, de toute façon. des trucs sur YouTube qui tournent en voix IA, montage, images qui défilent, Ok. vidéo d'entre 5 et 10 minutes, ça fait des vues. C'est pas exceptionnel, les vidéos, je Ouais, les après. push en plus depuis les réseaux sociaux, mais ça fait entre 1000 et 2000 vues, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas banni. La vidéo n'est pas bloquée. Ça, Ok. c'est une certitude. Après, est-ce que ça reach autant? Je sais pas. Mais et alors du coup, sur YouTube, tu penses qu'il y a moyen de faire des vidéos qui seront quand même assez correctes? Parce que ce matin, on a enregistré un podcast et on en parlait justement des vidéos YouTube automatisées que tu mettrais sur des pages SEO et je disais: «Bah, moi, je trouve que, en tout cas, ce qui se fait maintenant avec les tools, c'est éclaté». Tu vois? C'est pas des vidéos que tu as envie de regarder. Donc si c'est pour que les gens, ils commencent à regarder les 10 premières secondes et qu'ils quittent ta page parce que la vidéo est éclatée, c'est pas ouf quand même, quoi. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de chaînes quand même qui marchent bien et vraiment Ouais. qui vont juste te mettre des images du produit, tu vois. Ils mettent des images du produit, ils parlent par-dessus. Après, ils redirigent vers le lien. Franchement, la plupart, ils vont juste vouloir prendre un peu les infos. Donc, en fait, ils s'en foutent un peu de à quoi ça ressemble, je pense. Après, évidemment, c'est toujours mieux si tu as des vraies images et tout, hein. Euh, Faudrait voir. Après, faudrait voir aussi. Faudrait tester, pourquoi pas, avec du Runway, où tu vois, tu mets une image du Ah ouais, produit et tu l'animes. Ça pourrait être pas mal. ouais. D'ailleurs, il y a l'API de Runway. Pour l'instant, c'est encore cher. Je l'ai testé. Ça coûte 50 centimes la vidéo, je crois. Donc, ça fait vite cher quand même pour créer des vidéos parce que c'est pas toujours les bonnes sorties. Mais ça pourrait être pas mal. Et je pense que dans un futur proche, on pourra le faire facilement, ça. Ah ouais, clairement. OK. Anto, tu une question? Ouais, pourquoi avoir sorti une formation? Mais tu as un peu répondu. Et est-ce que Ouais, c'était simple surtout? non, c'était pas simple. Anto, il est En vrai, traumatisé. Traumatisé par la Wizard Academy, il est trauma. C'est triste. non, en fait, en vrai, au début, je voyais juste qu'il y avait un peu de la demande, des gens qui étaient intéressés par ce que je faisais et tout. Et moi, franchement, j'avais aucune idée de comment sortir une formation, de quoi faire, etc. Et j'avais vraiment énormément le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que quand je tournais ma formation, j'essayais vraiment que ce soit parfait et tout. Et je me disais à chaque fois, je reportais en fait. La formation, elle durait X heures, mais il me fallait 10 fois plus de temps pour tourner une heure parce qu'à chaque fois, je me disais, je trouvais toujours des excuses pour pas le faire. Parce que j'avais peur de la sortir. Après, j'étais content une fois que je l'ai sorti. Mais c'est vrai qu'au début, ça faisait pas très longtemps que j'étais sur Twitter. Je crois que ça faisait 4 mois que j'étais sur Twitter. Je savais qu'il y avait des gens qui étaient Mmh. en demande et tout, mais je devais avoir 50 mails. J'avais fait juste un e-book à l'arrache, mais je savais même pas pourquoi j'avais fait un e-book. Donc, je n'avais pas trop de notions, mais on m'avait déjà dit dans les messages, c'est comme tu sors une formation. Et je me suis dit, pourquoi pas. Mais ça fait un peu naturellement. Je me suis pas arrivé sur Twitter en me disant, en fait, je vais vendre une formation. J'ai sorti la formation parce que j'ai vu qu'il y avait un peu de demande, quoi. Puis après, j'ai bien aimé, une fois que la formation était sortie, j'ai bien aimé un peu l'esprit communauté, les gens qui sont à la formation, les gens qui en parlent, les avis positifs, ça fait toujours plaisir, etc. Puis après, vu que j'étais assez à l'aise avec les réseaux, je me suis dit, bah, je vais continuer dans ce milieu-là, parce que franchement, c'est un milieu intéressant quand même, la formation. Et quand tu fais des bons produits, tout le monde est content. Donc c'est cool.
Ouais, clairement. Et je pense qu'il y a peu de gens qui se rendent compte que c'est rare que tu te lances dans l'objectif de faire de la formation. Et en général, c'est parce qu'on te le demande, tu vois? Nous, c'est je prends c'est on a je pense que c'est assez similaire. Tu as lancé sur les réseaux sociaux, tu as vu qu'il y avait de la demande, on te demandait: «Quand est-ce que vous faites votre formation?» Enfin, quand est-ce que tu fais ta formation? Bon, bah, tu as fini par en faire une. Nous, on avait le podcast qu'on a lancé, bah, comme ça, sans objectif, quoi. On l'a lancé parce qu'on voulait parler de nos trucs et qu'on savait qu'il y avait pas de podcast, en tout cas, sur le sujet qui était assez, performant. On s'est dit: «Bah, vas-y, on peut essayer de faire un truc» et à force, on recevait tout le temps sur notre Discord: «C'est quand que vous faites votre formation?» ou autre cas, c'est, bah, du coup, vous avez pas de formation, est-ce que vous pensez que la formation de machin, elle est bien? Donc au bout d'un moment, tu te dis: «Bon, ça arrive une fois, 2 fois, 3 fois». Quand ça commence à faire 10, 20, 30 fois, tu te dis: «Bon, je vais peut-être la faire la formation». D'où le fait que nous, c'est pareil, on a lancé la formation, mais c'est parce que tu avais une demande, derrière et à la limite, je trouve ça mieux de fonctionner comme ça parce qu'au moins même, bah, tu vois, toi, si tu avais commencé sur les réseaux en disant: «Il faut que je vende ma formation», que peut-être même tu avais créé une formation dès le début et peut-être que, bah, au début, le temps de construire ton branding, tu t'aurais pas forcément fait des ventes et tout, ça t'aurait peut-être pas motivé du tout. Alors que là, tu fais apparaître ta formation avec déjà plein de demandes, donc ça vend direct et du coup après, bah, comme tu dis, tu as la communauté qui en découle, du coup, tu as directement un cœur de communauté qui est assez gros directement, donc tu as de l'interaction, donc ça fait des avis, positifs et tout ça. Je pense que c'est que bénéfique en fait de construire sa communauté et de finir par la monétiser d'une façon ou d'une autre et bah, la formation, c'est une façon parmi tant d'autres, quoi. Ouais, c'est clair. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux, quand ils voient arriver un nouveau créateur, ils s'attendent toujours à ce que la personne finisse par vendre des formations. Mais je pense que la plupart du temps, bah, on ne prévoit pas de forcément arriver en Ouais. vendant des formations, à part ceux qui suivent une formation qui leur apprennent à vendre une formation. Mais sinon, qui leur apprend à vendre une formation. Mais sinon, dans les autres cas, je pense pas que les gens arrivent avec cette optique-là dès le début, quoi. T'as aussi d'ailleurs, ça me fait penser, une team, je pense notamment à un mec justement qui crée des vidéos sur l'IA. Alors malheureusement, je pourrais pas le citer, je me souviens pas du tout de son nom, mais je suis tombé sur une ou 2 de ses vidéos et le gars a vraiment fait du bon contenu, c'est bien monté, c'est assez carré, ça va beaucoup plus loin que le contenu que tu peux trouver d'habitude sur l'IA. Il est francophone et tout et sur les peu de vidéos que j'ai regardées, le type est obsédé par le fait de dire en permanence: «Oui et je ne fais pas de formation en ligne, je vous» enfin, tu vois, le gars, il a l'air sous pression qu'on pense de lui que le mec vend de la formation et moi, je lui dis: «Putain, mais quel dommage!» parce que la réalité, c'est que moi, j'ai envie d'acheter une formation d'un mec qui est calé comme toi, tu vois? Enfin, c'est vraiment il y a aussi cette espèce d'énorme tabou, autour de la formation, je trouve, et souvent, encore une fois, à juste titre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent de la merde et qui la marketent bien, donc ça se vend bien. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, quand le produit est bon, bah, en fait, il y a pas de problème, tout le monde est content. Et quand il y a quelqu'un qui a du savoir à partager et tout, bah, c'est top, quoi. Et il y a vraiment ce truc-là de tu vois, d'un côté, tu as ceux qui vont très vite monétiser avec de la formation et peut-être trop vite et peut-être, du coup, avoir cette image-là et de l'autre, bah, tu as des gens qui souvent, bah, pourraient en faire parce que compétents, parce que dans une cible, mais qui au final, sont dans ce truc, complètement hermétique. «Oh, vous inquiétez pas, j'en fais surtout pas, du coup, bouffe-toi bien mes 27 minutes de pub par vidéo, mais je te vends rien». Enfin, tu vois, nous, le podcast, on l'a jamais monétisé. Par exemple, les gens qui veulent nous écouter gratuitement depuis 2 ans, ils se sont jamais pris une pub sur notre podcast. Enfin, au-delà des petites pubs qu'on fait, de la petite formation gratuite, les machins, les deux trois call to action, ça doit durer 1 minute à tout péter sur un podcast d'1 heure et demie, 2 heures. Mais il n'y a pas de publicité pour du ketchup, quand tu nous écoutes, quoi. Ouais, non, c'est Donc, clair. Je pense qu'il y a une culture de l'anti-formation en France, mais, mais après, c'est de moins en moins vrai aussi, parce que les gens sont aussi ouais. de plus en plus consommateurs. Et moi, je suis le premier, tu vois, s'il y a quelqu'un qui me plaît bien sur YouTube, que je trouve que son contenu est bon et que ce qu'il dit m'intéresse, bah, je suis le premier à vouloir lui acheter une formation parce que c'est envie d'aller plus loin. Et moi, j'en ai consommé un paquet de formations d'ailleurs, hein, même il y en a plein que j'ai acheté que j'ai jamais eu le temps de voir, mais Tiens, d'ailleurs, parlons d'un truc, parce que ça, c'est aussi je pense que tu as dû le constater. Nous, on le constate avec les Wizards et je le constate en perso. Et là, je l'ai revu pour info là, sur un produit que j'ai lancé récemment ou que j'ai offert à un pote, à Paul, pour info, Franck et Anto, comme ça, vous savez de qui je parle.
Et en fait, je me suis rappelé, et très vite, c'était arrivé avec d'autres gens avant, mais la différence entre quelqu'un qui a de la suite dans les idées et qui réussit en business et un random. C'est con à dire, mais la réalité, c'est que là, mon pote, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est assez successful, qui fait de la FI depuis des années, qui est carré, qui sait où il va, et cetera. Je lui offre la formation. 2 jours après, il la commence. Il y a passé 3 jours à la fin, et je voyais les modules qui se débloquaient progressivement, et la réalité, c'est qu'en fait, chez 80 des gens, les gens n'ouvrent pas la formation, et moi, je suis persuadé qu'à l'intérieur de la Wizards Academy, on a, et je suis gentil, au moins 40 des gens qui sont actifs dans la communauté et qui trouvent de l'intérêt à faire partie de la communauté de la Wizards Academy, mais qui n'ont pas ouvert, je sais pas, mais qui en tout cas sont très très loin d'avoir regardé la formation dans sa globalité. Et je pense que ça fait toute la différence. Et justement, tu as vraiment les profils de gens qui vont au bout des choses, tu vois, qui vont, qui appliquent, qui mettent en place, qui implémentent et qui passent pas 25 ans à le faire, et tu as les autres, quoi. Et la réalité, c'est que tu as beaucoup plus de gens qui ne vont même pas regarder ton produit. Et là, je parle de la Wizards Academy, qui est un produit qui est quand même relativement cher, mais sur des plus petits produits, je sais que tu en as vendu, Romain, moi j'en vends à peut-être 200 balles. Mais là, c'est encore pire. Parce que là, mais les gens, ils achètent en mode, ouais, peut-être un jour j'en aurai besoin, boum. Et jamais ils l'ouvrent. Même pas, ils lancent le truc, quoi. Ouais, mais ça, Euh, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup. Après, je pense que c'est vraiment lié à la dopamine. Les gens, ils veulent sortir leur carte, ils achètent. Et puis derrière, je pense qu'aussi, il y a des gens qui achètent beaucoup de formations. Donc peut-être qu'en fait, ils vont regarder 10% des formations, puisqu'ils n'ont pas le temps de tout regarder, et que même ils ont oublié qu'ils ont acheté la tienne. Euh, et je pense que c'est le problème, c'est qu'il y a tellement de contenus différents que les gens, bah, en fait, il y en a, c'est juste des consommateurs, et ils consomment de la même manière que dans la vie de tous les jours, mais sur des formations. Et après, c'est dommage. Après, comme tu dis, il y en a plein, la majorité qui passe pas à l'action. C'est juste parce que ils sont. Et on retrouve toujours le problème de focus. Parce qu'en vrai, s'ils prenaient juste une formation avec un focus sur je vais appliquer cette formation à la lettre, bah, ils auraient des résultats. Mais après, voilà, il y a l'objet brillant, il y a tout ce genre de choses, et c'est ce qui fait que les gens ne passent pas vraiment à l'action sur les formations, je pense. Qu'est-ce que tu penses de School? Parce que tu nous as dit que là, tu avais lancé sur School. Moi, je suis vachement. Je me tâte là en ce moment. Je me dis, est-ce que je teste? Est-ce que je teste pas? Qu'en penses-tu? Alors moi, School sur... qui est excuse-moi, bien je sûr, présente vite fait. School qui est la plateforme montée par, comment il s'appelle le mec derrière Sam School? Owens. Il y Hormozy. a Hormozy et Sam Owens. Voilà. Sam Owens à la base. Hormozy l'a rejoint, et c'est un LMS, donc Learning Management System, un peu comme System.io, Podia et toute la clique. Ouais. School, moi j'aime beaucoup pour l'instant. Alors moi déjà niveau plateforme, j'ai fait Teacheasy, Teachable, Podia, System.io. Donc je les ai tous faits avant de faire School. Ah oui. Euh, Il et va c'est vite, hein, et c'est très très chiant parce qu'à chaque fois il faut tout changer. Ouais. C'est un enfer. Euh, pour l'instant j'aime bien, mais je sais pas si j'ai la bonne approche. En fait, je mélange mon gratuit, mon payant. Ok. Donc je sais pas. J'essaie juste de rassembler le maximum de personnes là-bas parce que j'aime bien un peu l'esprit communauté et la facilité de trouver les produits. C'est-à-dire que par Ouais. exemple, moi je fais beaucoup là, d'automatisation gratuite, mais sur YouTube elles sont dans le bordel. Alors comme ça là, elles sont classées par cas d'utilisation. C'est des automatisations business, c'est des automatisations pour faire de la veille, etc. J'essaie vraiment de les ranger et que les gens après puissent me consommer au maximum, qu'ils puissent avoir un endroit où ils savent qu'ils vont retrouver telle chose, et que par exemple c'est ça que j'aime bien sur School, c'est que la personne va commenter sur LinkedIn pour avoir telle automatisation, il va rentrer dans mon School, et là, il va voir qu'il y en a, en fait, il y en a 10 autres. Et donc, potentiellement, il va regarder plein de vidéos. Alors que si j'avais juste envoyé sur la vidéo YouTube, il va aller sur la vidéo, mais il y a plein d'autres vidéos sur le côté, etc. C'est pas forcément qu'il va aller sur ma chaîne derrière, quoi. Ouais. Ok. Donc j'aime bien. Top. Et School, il y a les mails et tout, ou c'est vraiment juste pour Non. communauté? Oh, c'est chiant, ça veut dire, ok. Ouais, mais ça, en fait, moi, c'est le problème, je trouve, c'est il n'y a pas de plateforme ultime encore. Moi, j'aimerais bien une plateforme vraiment type School avec de l'email marketing en plus. Parce que, et c'est ça qui est pas mal sur Podia, mais Podia, je trouve ça assez mal foutu. Puis il y a des bugs, etc. System.io, c'est bien par rapport à ça, mais ça fait très cheap. Donc, il n'y a pas le truc parfait encore, je trouve, qui rassemble la communauté, les formations et l'email. Mm. T'as Circle peut-être, mais c'est très cher. T'es mute, Franck. Pardon. Circle pour avoir une communauté, enfin suivre une communauté qui est dessus, c'est un peu claqué, je trouve, hein. Ah ouais, je Honnêtement, sais pas, j'ai juste vu des bah, surprises. en tout cas, moi, en tant qu'utilisateur, j'aime pas du tout.
Je trouve Ok. et alors je suis très peu utilisateur de Skool, mais de ce que j'en vois, c'est bien, je trouve. Enfin, je sais pas si c'est un truc, qui est parfait. Je pense que c'est améliorable et tout ça. Il y a peut-être, rien que dans la façon dont c'est trié, les communautés, tu vois, à l'intérieur, je connais pas très bien, mais et après moi, je suis un peu un boomer, j'aime bien, tu sais, les forums, où c'est bien rangé et tout ça. Pareil. Mais c'est quand même bien, je trouve, la façon dont c'est fait et c'est lisible et c'est clair. Alors que Circle, je sais pas, moi, la communauté sur laquelle je suis, je comprends pas trop, quoi. Enfin, il y a des trucs dans tous les sens. En plus, ils ont automatisé des trucs qui partent de Slack et ça les copie sur le Circle, mais il manque la moitié des infos, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas ouf. Ouais, il manque vraiment le truc, parce que même sur School, tu as un truc qui est sympa, c'est la gamification. Mais je trouve que c'est claqué parce que faut juste, avoir des j'aime sur ces messages, c'est juste pour que les gens interagissent. Mais par exemple, moi dans une communauté, ce que j'aurais aimé faire, c'est faire de la gamification avec, par exemple, tu veux accéder au level 2 et avoir tel module débloqué, tu me laisses un avis sur Trustpilot et là tu débloques le module 2. Ce serait des trucs comme ça en fait, qui seraient plus intelligents, je trouve, dans le monde de la formation, dans le monde de l'accompagnement, où vraiment les gens, tu leur fais faire des vraies actions, pas juste de commenter, de mettre des messages, sur ton school, quoi. Ouais. Après, un truc, vraiment mais quoique, je sais pas, Schoolmaker, ça fait les emails ou pas? Non. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est vrai que le plus complet au final, c'est System.io, mais il manque la partie Ouais. communauté. Ouais, c'est ça et puis ça fait quand même assez cheap, Ouais. C'est pas parfait. Levez des fonds et faites une plateforme. Ouah, ça, c'est vraiment, Compliqué, hein. si Sam Owens et Hormozy au cumulé sont pas capables de faire un truc complet, j'abandonne d'entrée de jeu, hein. C'est vraiment des psychos en plus d'être blindés donc ouais, mais ça marche Donc bien ouais. Skool. Ouais, Pour OK. ça a l'air. J'ai une petite question, moi, vu qu'on parle beaucoup d'IA. Est-ce que tu as eu des grosses découvertes IA ou des tools vraiment là dans les dernières semaines ou mois qui ont vraiment tout révolutionné pour toi ou que tu trouves vraiment ouf? Mmh, non, vrai, franchement, les classiques, hein, dans les derniers mois, même si maintenant ça commence à faire beaucoup, c'était Agent Runway. Mais depuis, je trouve qu'il y a pas eu de vrais gros trucs. Après, ça reste un peu toujours pareil. Après, tu auras du mal à faire des grosses dingueries parce que tout est un peu lié, en fait, hein, que ce soit l'IA générative, que ce soit du cloud, du chat GPT. Il n'y a pas d'IA en ce moment qui m'a fait me dire ah ouais, truc de malade, ça va révolutionner ma vie. Parce que voilà, on va dire en ce moment c'est Make, mais c'est pas de l'IA, c'est Oui, c'est de connecter des IA. l'automatisation. Hmm. Mais ouais, plutôt ça. Ouais. Et quel est ton process quand tu rédiges un contenu avec l'IA, que ce soit automatique ou non, tu vois? Qu'est-ce que tu fais du coup pour, Ouais. En gros, ce que je fais là, par exemple, typiquement pour un test produit, je vais lui donner toutes les caractéristiques, je lui donner tout ce qu'il y a à savoir, le type de produit, le prix, etc. Je lui envoie toutes les caractéristiques. Je demande, en gros, première étape dans l'automatisation, c'est ChatGPT qui va lui faire un plan, mais en gros, je vais toujours suivre la même trame de plan. Donc, il va juste adapter par rapport au produit, par rapport à la thématique. Donc, il lui donne le plan à respecter. Ça envoie à Claude qui fait une première rédaction. Claude, ensuite, je lui envoie un deuxième message où en gros, il retient le premier message. Donc, je lui ai mis en gros en mémoire le premier message. Et là, je lui envoie un énorme pattern, enfin, un énorme prompt anti-pattern IA. Du coup, il me le refait bien. Du coup, ça me génère le texte. Ensuite, je mets un autre chat GPT où en gros, je sépare tous les titres et je demande à ChatGPT d'optimiser les titres avec tous les H2, tous les et le H1. Et après, du coup, j'ai mon truc final et je peux tout parser, tout le JSON qui m'a retourné et je peux sortir l'article en entier. OK. Anto, Non, j'ai plus de questions. ça marche. Alors moi j'avais une question par rapport à, bah, comme tu le disais au tout début, je pense les premières fois on a discuté, c'était par rapport au TikTok, TikTok Money avec l'IA. Moi je pense que c'est comme ça que je t'avais découvert sur Twitter, c'est pas impossible en tout cas. En plus, en discutant, je t'avais envoyé un compte et il s'avérait que c'était le tien. Je sais pas. Décidément. Il est C'est partout. ouf, il est partout et le hasard a fait ça. Et du coup, est-ce que tu as suivi un petit peu, dernièrement la trend avec des très gros guillemets du faceless, sur, YouTube?
Et est-ce que tu penses que c'est réplicable justement avec des IA, des vidéos d'une dizaine de minutes monétisables et ainsi de suite? Ouais, je pense, mais après toujours, dans un souci d'automatisation, parce que moi, ça, c'est des trucs que j'ai pas envie de faire à la main, donc c'est pour ça que je le fais pas. Ça coûte encore trop cher parce qu'une vidéo de 10 minutes avec des vidéos IA automatisées, donc ce serait Runway, 50 centimes les 10 secondes, donc ça te coûte 3 € la minute, donc 30 € la vidéo, mais ça, c'est en parlant du premier jet. Donc en vrai, tu en as plus pour, une centaine d'euros la vidéo, je pense. Donc en vrai, ça dépend combien ça rapporte. Après, en version plus cheap dans ce cas-là, avec, juste l'animation de Leonardo, tu vois ou pas, Ouais, juste en mode, photo qui bouge? Ouais, ouais, voilà, ouais. Je pense que c'est possible, mais le problème, je pense que c'est comme la barrière à l'entrée, elle est de moins en moins élevée, bah, tu en as de plus en plus qui vont faire ça, quoi, donc après je sais qu'il y en a qui marchent très bien comme ça, mais je me demande ceux qui se vendent un peu, le YouTube automation ou ils font des trucs comme ça, est-ce qu'ils avaient pas déjà des grosses chaînes avant où ils continuent? Et du coup, c'est pour ça que leurs chiffres sont plus faciles et en rentrant à zéro aujourd'hui, je sais même pas si YouTube va pas te mettre un petit frein d'entrée parce qu'il y a trop de vidéos comme ça qui arrivent, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je serais plus partisan d'utiliser du Runway avec des vraies illustrations, et cetera, avec un truc vraiment quali, parce que les images qui bougent, et cetera, ça a été vu des dizaines et des dizaines de fois. Après, Runway, si tu le fais à la main en mode un peu cheap, bah, tu prends l'abonnement à 90 € par mois et c'est illimité. Donc, c'est pas non plus si cher. Mais ça Ouais, prend plus de temps. Après, ce que j'avais fait récemment, là, j'avais fait une autre vidéo en automatisation avec une vidéo TikTok automatisée. Et avec du Runway, là, ça peut valoir le coup parce que ça revenait à 3 € la vidéo. Et en vrai, c'était nickel, sous-titrage, etc., faceless et des vidéos Runway donc qui bougent. Donc ça, OK. c'était intéressant. Et t'as réussi à performer, à, J'ai voir pas fait. une, Là, en fait, le ah, tu truc l'as pas fait? vraiment en ce moment, OK. je crée, je partage et Ouais, après, il faudrait que je teste, mais j'ai pas le temps de créer, tester. on peut pas tout faire, hein. Ouais, c'est On trop peut pas être compliqué. partout, Mais clairement. j'aimerais bien. Ouais. Du coup, tu l'as dit, là, ta vision sur le long terme, c'est sans doute de focus l'automatisation, même si j'imagine que c'est compliqué et que je pense avoir compris que tu es pas au jour le jour, mais qu'en tout cas, tu testes et on verra un peu, les opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Dans l'idée, là, l'objectif, c'est d'essayer c'est de continuer d'être dans cette logique de monétisation où tu passes par de l'infoproduit et peut-être que tu vas rajouter, par exemple, de la prestation? Ou alors est-ce que tu tiens à ne pas vendre ton temps directement? Enfin, c'est quoi Mais alors, ta vision? ça, je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup. En gros, peut-être que je vais faire une période où je vais vendre mon temps pour de la presta, mais ce sera pas définitif, en fait. Ce serait plus dans une logique de aujourd'hui, par exemple, j'ai créé une «autorité» entre guillemets sur, l'automatisation et cetera. Je vais avoir des clients, j'ai fait X € par mois comme ça. Aujourd'hui, je peux t'accompagner pour te montrer comment faire. Plus de cette, optique-là, d'aller voir comment on fait pour avoir des clients, d'avoir des clients, de les monétiser et ensuite de vendre un accompagnement où j'explique aux gens comment faire, dans leur thématique, dans leur niche, en montrant tout l'écosystème, après avec, en rajoutant des formations, en rajoutant des réseaux de l'affiliation et cetera. Mais après voilà, à long terme, je ne me vois pas faire, de la presta, tout le temps, quoi. OK, ça Hem roule. Et alors du coup, par rapport à, bah, tu parles là, c'est grâce au réseau que tu peux te permettre, par exemple, de faire ça. Si tu devais donner des conseils à quelqu'un là qui voudrait percer sur les réseaux, donc j'entends, et je parle pas forcément de faire, des dizaines de milliers d'abonnés et tout ça, comme toi tu as, mais en tout cas, se construire une petite autorité, tout à fait respectable, sur sa niche, dans son domaine. C'est quoi les grandes lignes que tu considères comme indispensables pour réussir à faire quelque chose de correct? OK. Bah, déjà, premièrement, ne pas faire comme moi, c'est-à-dire ne pas partir dans 10 000 niches différentes. Vraiment focus, un seul axe, dès le début. Je pense que c'est quand même mieux. Une fois qu'il a son axe, commencer à créer du contenu, on va dire du contenu qui va rester. Donc moi, je partirais vraiment sur une stratégie YouTube, plus éventuellement après soit Instagram, soit LinkedIn, je sais pas trop, mais vraiment du YouTube au départ. Comme ça, vraiment avec des vidéos de qualité et cetera, où il va vraiment apporter de la valeur et dès le départ, j'ai ferai un lead magnet pour capter du mail et pour garder l'audience, pour pas, faire des vidéos dans le vent. Donc ensuite, une fois qu'il a commencé à avoir un peu, quelques vues, quelques mails et cetera, là, j'essaierai d'aller sur un deuxième réseau, que ce soit en fonction de sa thématique, en fait, en fonction de sa niche, que ce soit du LinkedIn ou du Instagram. Et puis après, je continuerai toujours avec cette optique de lead magnet. Après, à voir ce qu'il a envie de faire, s'il a envie de vendre des services ou s'il a envie de vendre de l'infoproduit. S'il a envie de vendre des services, je pense quand même que c'est un bel accélérateur au début de se mettre sur toutes les plateformes, genre
Fiverr, Comeuf, et cetera. Ce que je ferai également, c'est que je pense que je ferai en fait mon lead magnet au début, je mettrai également vraiment en mode lead magnet pardon, costaud, que je mettrai également sur Udemy pour le vendre, pour avoir un petit revenu qui tombe tous les mois, qui après, du coup, mon lead magnet au début serait gratuit pour avoir des avis, puis après je le passe en payant sur Udemy. J'utiliserai du coup ce lead magnet pour avoir des mails, pour ensuite vendre soit un infoproduit, soit, de la presta, donc ça va dépendre et créer une communauté après, petit à petit pour grossir un peu partout. Ok, c'est une bonne ligne à suivre, bonne stratégie. Ouais. La dernière fois qu'on a discuté, Romain, tu m'as parlé de ce qu'on appelle un call funnel. Donc, juste pour, pareil, refaire un petit rappel, parce qu'on en a parlé dans de précédents podcasts, notamment avec Benoît Michaud, notamment avec Valère également, où on a abordé le sujet. Un call funnel, grosso modo, alors ça peut être implémenté pour vendre du produit à étiquette, donc que ce soit des gros produits e-commerce, par exemple, des gros services, et ça peut aussi être implémenté pour vendre de la formation qui coûte un petit peu cher. Là, tu es en train d'implémenter un call funnel, je crois. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce choix-là? Pourquoi choisir là, jusqu'à maintenant, si je me trompe pas, tu es sur des lancements, donc tu as une base email, tu captures de l'email et tu fais des lancements relativement réguliers, ce qui est sans doute la manière la plus standard, on va dire, de vendre de l'infoproduit aujourd'hui. Pourquoi passer sur du call funnel, et de ce que tu en as expérimenté, pour le moment, est-ce que c'est quelque chose qui marche pour toi? Ouais. Bah, moi, j'en suis vraiment au tout début, là, j'ai pas encore mis tout en place, mais je pense que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens quand même qui sont en recherche d'un accompagnement plus que de la formation, pure. Voilà, ils cherchent vraiment à être tenus par la main, qu'on leur dise step by step quoi faire. Donc forcément, ça passe par un produit plus cher. Qui dit produit plus cher dit que, bah, tu vas pas vendre juste avec un mail et cetera, donc tu vas avoir besoin d'avoir du closing, donc c'est-à-dire des appels de vente. Hem Et pourquoi moi j'ai voulu mettre ça en place à la base? C'est parce que avec le focus que j'ai envie d'amener sur l'automatisation et l'IA, et j'ai envie de parler de moins possible de ce que je faisais avant, c'est-à-dire de l'affiliation SEO. J'ai plus envie que ce soit dans ma communication, et je me suis dit: «Bah, quel est le meilleur moyen pour le vendre toujours mon produit, le vendre plus cher parce qu'en mettant en place un accompagnement et y passer le moins de temps possible, donc avec de l'Ads». Et je me suis dit: «Du coup, c'est le moyen en gros pour moi de me dégager entre guillemets de ça, de déléguer un maximum à l'intérieur, de le vendre plus cher, de continuer à le vendre en revenu quasi passif et de pouvoir passer après sur le switch, de la suite que j'attends de faire». OK, intéressant. J'avais pas du tout vu les choses comme ça, mais c'est vrai que c'est malin d'envisager le truc de cette manière. OK, et là, la partie, automatisation, l'objectif, ça va être d'implémenter un nouvel infoproduit à terme peut-être? Enfin, tu verras ce que tu fais, mais Alors là, vraiment, je pense que jusqu'à janvier, c'est vraiment de continuer un maximum à partager des trucs, gratuitement. Faire un maximum de mmh, cas d'études et tout. Après, il y aura forcément des infoproduits qui vont sortir, que ce soit sur l'automatisation, sur l'IA. Je ne sais pas encore trop de quelle manière je vais amener ça. Ça va être des petits produits, ça va être de l'accompagnement, hein, je ne sais mmh, pas encore. Mais clairement, il y aura ça. Il y aura une petite partie forcément où je vais faire un peu de presta, ne serait-ce que pour essayer. Et après on verra, si la presta, j'ai réussi à en faire quelque chose, si j'ai réussi à développer, un certain nombre de clients chaque mois. Si après je peux aider des gens à faire la même chose, bah, je le ferai. Pas forcément dans le domaine de l'IA, mais par exemple, un freelance qui galère un petit peu avec ses prestats de SEO qui ferait 2 000 € par mois, bah, si je peux l'aider à passer à 5 000 ou à plus, bah, je l'aiderai à le faire par rapport à tous mes acquis, par rapport à ce que je vais développer là, par rapport au réseau et cetera. Je vois bien un peu un truc comme ça, en faisant vraiment moi l'axe sur l'automatisation, plus une sorte, «d'école» entre guillemets, avec des gros guillemets sur, l'automatisation et l'IA. OK. OK. Vas-y Arthur, si tu veux, j'ai plus de questions moi. Heu, Bah, du coup, si tu devais repartir de zéro là, avec tes skills, donc avec tes compétences, mais sans argent du tout, ou on va dire avec 100 balles quoi, tu qu'est-ce que tu ferais? Bah, je ferai un peu comme j'ai dit tout à l'heure à Franck pour quelqu'un qui voudrait se lancer. Je pense que je partirai du coup dans ma niche qui est actuellement l'automatisation. Je ferai du YouTube, je ferai beaucoup, beaucoup de vidéos de valeur où j'essaierai de faire des hooks comme tu m'as dit tout à l'heure, donc des bons hooks pour capter directement plus d'audience. En même temps, j'irai directement sur LinkedIn, je bombarderai sur LinkedIn. Franchement, je pense que je ferai une automatisation par jour là-dessus. Je capterai du mail dès le début,
peut-être pas un groupe school du coup si j'ai 100 € au début, mais on ferait du système IO classique pour capter les mails et mettre les produits. Et, euh, et ensuite, je pense vraiment que YouTube, LinkedIn pourrait suffire. Donc ensuite, je sortirai, je pense, un infoproduit sur Make au bout de 2-3 mois. Et j'essaierai aussi de faire de la presta directement sur de l'automatisation. J'irai sur les plateformes comme ComeUp, Fiverr, et je ferai de la presta plus la vente d'infoproduits sur Make, plus après j'essaierai de faire plus que Make sur des chatbots, sur de l'IA, sur du ChatGPT, etc. Ok. Et pour finir, quelle question est-ce qu'on t'a pas encore posée, mais auquel tu t'attendais ou à laquelle tu aurais envie de répondre? Alors, quelle question on m'a pas posée? On m'a pas posé la question, qui est peut-être très nulle comme question, pourquoi Make plutôt que N8N? C'est vrai. C'est Alors, vrai, pour faire la différence entre les deux, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas quelle langue on est en train de parler, Make, c'est Make.com, un logiciel, enfin un SaaS d'automatisation qui est relativement accessible, mais où on paye chaque, comment on appelle ça, chaque appel, Action. chaque Opération. opération, merci. Là où N8N, c'est un peu moins débutant, enfin noob friendly, c'est un peu moins fait pour les débutants dans le sens où il faut un peu plus mettre les mains dans le code, faut un peu plus, même si aujourd'hui avec les IA, avec ChatGPT, il y a sans doute des choses à faire, mais c'est globalement moins accessible. Par contre, l'avantage, c'est que c'est open source, si je dis pas de bêtises. Donc on peut héberger N8N sur un serveur dédié et on ne paye plus N8N, quoi. En gros, on en fait ce qu'on veut et on ne paye pas, contrairement à Mec qu'on paye, voilà. Et donc, oui, en effet, bonne question. Et du coup, Romain, pourquoi? Simplement, bah, exactement en fait pour les raisons que tu as dit, c'est que N8N est quand même plus technique et moins visuel. Et je me suis dit pour du grand public, Mmh. bah, ce sera beaucoup plus intéressant de montrer un truc qui est Mmh. accessible pour qu'ils arrivent à se projeter pour le refaire eux-mêmes. Alors que si je montrais du N8N, bah, les gens déjà, il y en aurait beaucoup, beaucoup moins qui commenteraient, qui seraient intéressés par l'automatisation. Et donc c'est mieux de faire le truc payant parce que ça va parler à beaucoup plus de monde. Et en plus de ça, Make, l'interface, elle est hyper visuelle, c'est hyper joli, donc les gens, ça leur donne envie d'aller voir ce que c'est, même si ça savent pas ce que c'est, je pense. Et je pense que je rajouterais que j'ai quand même l'impression que Make, c'est un peu plus axé B2C. Enfin voilà, et pour le coup, le B2B de l'automatisation, je pense que c'est un peu plus. N8N est un peu plus adapté, quoi. Dès lors qu'on a des plus gros besoins, etc., c'est quand même. Ouais, parce que mec, si tu fais beaucoup de sites, ça va te coûter cher en vrai, en action et tout. Ouais, si tu. Ouais, en vrai, on croit que c'est cher, mais c'est pas si cher, je C'est trouve, pas hein. si cher, Tu 10 000 mais opérations pour 9 $, dès lors que tu commences à tamponner un peu, en fait, si vraiment tu as une grosse usine, globalement, en gros, je considère qu'à partir du moment où tu as une automatisation que tu utilises très régulièrement sur Make, enfin, ça peut être assez intéressant de la déplacer sur N8N et comme ça, au moins, tu te dégages des histoires de coûts tant que c'est hors API. Mais bon, voilà, c'est sûr, c'est pas excessif non plus, c'est juste que sur le volume, ça peut devenir cher. bien sûr. Bah écoute, merci beaucoup Romain pour ta présence sur cet épisode des Wizards. C'était très cool de Bah, t'avoir. merci à vous. Ouais, merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était super. Avec Si, grand plaisir. si les gens veulent Et te suivre, ils ouais, vont où? ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Allez sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter. Ça, c'est Absolument partout. Instagram, Thread. fidèle au podcast. On va laisser la description, ça va être les réseaux sociaux de Romain, ça va pas passer. Non, allez sur LinkedIn. Je pense que ça va être un peu le prochain réseau écrit Ouais. où je vais Bon, de toute focus. façon, on mettra un peu tout. On mettra ton Twitter, ton LinkedIn et ton YouTube au moins. Comme ça, au moins, parce que je pense, à mon avis, peut-être je me plante, mais je pense qu'il y a une grosse partie de notre audience qui est pas trop sur LinkedIn. À voir, mais bon. Peut-être plus sur YouTube ou Twitter. Bref, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Salut. Ciao, ciao.